exercer son leadership quand tout va bien, ça vaut rien. C'est facile d'être un bon leader quand tout va bien. Être un bon leader, tu vas le prouver quand ça va mal. Lorsque tu tombes, ramasse quelque chose. Lorsque tu tombes, ramasse quelque chose. Fais pas juste tomber puis te relever. Tombe, ramasse un apprentissage, quelque chose que tu as appris. Relève-toi avec ce bagage-là. Là, je viens d'une famille où est-ce que, tu sais, faire l'épicerie, mettre ce que tu veux dans ton panier, ça n'existait pas. Oui, c'est ça. Mais j'ai une vie d'exception. Je veux dire, je peux mettre ce que je veux dans mon panier. J'ai pas de budget. J'ai pas besoin de me faire un budget mensuel. C'est une vie d'exception. Viens pas, hein? C'est pas moi qui l'ai inventé, là. Ça le dit dans la Bible, demandez, vous recevrez. Tu fais des demandes. J'ai regardé le monde dans le blanc des yeux, là, puis j'ai fait des demandes, là, puis j'ai eu des réponses qui ont changé le reste de mon parcours. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette première édition de Vlogmas! Mais Judith, qu'est-ce que c'est Vlogmas? Bien, je vous explique. Vlogmas, c'est une tradition parce que c'est le mot Vlogmas qui a débuté sur YouTube. Et là, pour le mois qui s'en vient, on a tellement de choses existantes. D'ailleurs, pour ceux qui sont sur YouTube, bienvenue chez moi. On a transformé mon salon et ma salle à manger en studio temporaire dans ce beau décor de Noël. Et pour les prochaines journées, quasiment à tous les jours, on va sortir un épisode du lundi au jeudi. Et là, on va s'amuser. C'est une formule qui est plus festive, plus courte, avec certains des gens que vous avez découverts et que vous appréciez énormément tout au long de l'année. Et là, on va vous partager au courant des prochaines journées qui vient. Et une des traditions de Vlogmas, c'est que on va vous gâter. Et là, vous allez en avoir pas votre argent. Donc, à tous les jours, un invité va apporter un prix. On a certains prix qui sont d'une valeur jusqu'à 10 000 $. Et ces prix-là, ben, vont vous aider à soit devenir la meilleure version de vous-même dans votre carrière ou vraiment à appliquer directement dans votre entreprise. Donc, je pense qu'au Québec, on n'a jamais vu un aussi gros concours entrepreneurial. Et il va y avoir beaucoup de temps qui va être donné de par les gens qui vont venir vous voir cette semaine, qui vont être là pour s'abonner, pour participer au concours. De un, vous pouvez aller dans le lien en description sur YouTube, sur le site web uncaféavec.com et vous allez pouvoir vous abonner à l'infolettre. Durant que vous êtes inscrit à l'infolettre, vous avez une participation admissible pour chaque journée de tirage. Et pour avoir une participation supplémentaire, ben c'est facile. Vous allez sur YouTube et là, vous allez nous partager d'un pourquoi vous aimeriez gagner ce prix-là et nous partager aussi l'indice qu'on va avoir déposé, glissé subtilement dans l'épisode parce qu'on voudrait certainement pas que vous manquiez une seule pépite. Et là, la première personne que j'ai choisi d'inviter pour Vlogmas, parce que là, vous allez voir, c'est soit des invités qui sont déjà venus ou des amis qui sont très, très près de moi. Et j'ai le bonheur de vous présenter aujourd'hui notre grande partante du bal de Vlogmas, Anne Marcotte. Bonjour Anne! Allô, Judith! Bienvenue à Vlogmas, un café avec Judith. Merci. Je tenais à faire débuter cette nouvelle tradition, parce que ça va être une tradition chaque année, avec toi. Parce que pour moi, tu es une de mes plus grandes inspirations entrepreneuriales dans le monde de gens qui redonnent. C'est tellement une valeur qui est ancrée pour toi, c'est tellement important pour toi, tu le reconnais et surtout, tu te donnes depuis que je te connais. Écoute, moi, on se connaît parce que tu m'as fait adopter par M. Bouchard. Mais là, avant toute chose, on va commencer. Anne, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui es-tu et pourquoi les gens voudraient écouter notre épisode à part gagner les plus beaux prix? Bien, je suis une entrepreneur, puis je te dirais que je pense vraiment en toute honnêteté que mon histoire montre hors de tout doute, là, vraiment,
que, tu sais, quand on entend des phrases comme « Ah, tout est possible », moi, je pense que mon histoire, elle démontre vraiment ça, que tout est possible. Puis ça démontre aussi que dans la vie, on a le choix. On peut décider de devenir son pire ennemi ou son meilleur atout. Puis pendant que personne pensait que j'avais justement des atouts, ben moi, j'ai décidé que j'en aurais, puis j'ai misé là-dessus. Donc, c'est ça, je pense, que j'ai de plus fondamental à partager. Je pense que ça va vraiment le démontrer. Tu es une entrepreneure et tu es aussi une magnifique conférencière. Hier encore, on faisait un panel, une conférence ensemble parce que tu es aussi mon agente à moi. Et moi, je trouve que tu es... à chaque fois que je t'entends parler devant un public, je trouve que c'est là où tu shines le plus parce que de un, tu captives ton audience. Tout le monde... Moi, j'adore regarder les publics là, dans ce temps-là. Tout le monde avait la bouche ouverte comme ça. Tout le monde te suivait. Moi, mon fils qui était là t'a suivi tout le long avec attention. T'as captivé un petit garçon de 10 ans. Donc, tu es une grande conférencière, selon moi. Et aussi mon agente. Et là, sans plus tarder, j'aimerais juste, avant qu'on débute officiellement l'épisode, qu'est-ce que tu vas offrir comme prix Père Noël Marcotte? Bien, le Père Noël Marcotte, il a le goût d'offrir, ben pourquoi pas offrir justement ma conférence? Mais là, Judith, je te mets un peu dans le bateau. Puis c'est embarqué avec moi là-dedans, parce qu'on l'a déjà fait ensemble. On a fait un panel dernièrement ensemble, mais on a déjà partagé la scène. Puis je pense que qu'est-ce qui est fort dans nos histoires respectives, outre le fait qu'on est liés, puis c'est vrai qu'on a un lien ensemble, je trouve qu'on est super différentes. Oui. Puis moi, j'adore ça parce qu'on a des auditoires qui peuvent aller chercher dans chacune d'entre nous des choses qui vont leur ressembler puis mettre à profit. Donc, OK. Père Noël Marcotte, finalement, sollicite Père Noël Fetzer. J'espère que ce ne sera pas tous mes invités qui vont me faire ça. Mais oui, j'embarque avec plaisir. Donc, dans les commentaires sur YouTube, allez vous garrocher sur la page immédiatement pour nous expliquer pourquoi vous aimeriez avoir une conférence de Anne Marcotte et de Judith Fetzer dans votre organisation, dans votre chambre de commerce, dans votre organisation étudiante. Bon, puis si vous n'avez pas de réseau, peut-être dans votre cuisine, mais on vous aidera à vous en développer un réseau aussi. Anne, pourquoi donner, c'est si important que ça pour toi? Ben, je pense que ça fait partie de ma nature. Je pense que je suis une fille qui a beaucoup d'empathie puis que ça fait vraiment partie de ma nature. Mais en même temps, j'aime ça donner. Mais ce que j'aime le plus, c'est quand tu donnes à quelqu'un qui reçoit, mais qui n'oublie pas qu'il a reçu. Parce que je trouve que c'est comme ça qu'on pourrait faire tourner la roue, puis il pourrait arriver à un miracle. Alors, donner sans attendre, mais recevoir sans oublier, moi, je trouve que ça, c'est hot. Oui. Est-ce que tu penses que tu inspires les gens à donner? Est-ce que j'inspire les gens à donner? Je pense que j'inspire surtout les gens à aller au bout de leurs rêves puis à aller au bout de leurs ambitions, puis à comprendre que tu peux jamais attendre les conditions gagnantes pour aller au bout de tes rêves, tes ambitions, parce qu'il n'existe pas les conditions gagnantes. Là. C'est juste qu'à un moment donné, tu décides, dans le fond, de te lancer. Donc, je trouve que c'est ça, mais j'explique aussi en même temps aux gens que quand tu vas au bout de tes rêves, tes ambitions, puis tu réussis à faire un succès, ce qui m'est arrivé, je trouve que là, le pire échec, ça serait de ne pas contribuer au succès des autres. Donc, c'est plus là-dedans, je trouve, que je vais aller rechercher un peu le donner au suivant. Puis je pense que ma force, puis il faut que je fasse attention, là, parce que des fois, j'ai perdu un peu mon équilibre là-dedans, c'est de mettre beaucoup les autres en lumière. Moi, ma force, c'est que je mets beaucoup, beaucoup, beaucoup les autres en lumière. J'aurais tant voulu, moi, qu'on mette des projecteurs sur moi, mais personne ne mettait des projecteurs sur moi. Fait que c'est moi qui allais chercher le projecteur puis qui faisait tout, là, tu sais, pour être en lumière puis que mon entreprise puisse exploser. Puis je venais d'un fond de sous-sol, fait que je dis toujours derrière les sous-sols, il y a des grands succès. Fait que moi, j'étais toujours à la recherche de quel sous-sol je pourrais mettre en lumière, dans le sens quelle personne je pourrais mettre en lumière. Mais le défi, là, à un moment donné, c'est de trouver son équilibre là-dedans. Parce que, tu sais, c'est une vieille phrase, là, on dit charité bien ordonnée commence par soi-même, mais tu sais, des fois, il faut que tu trouves l'équilibre entre mettre les autres en lumière, les aider, mais pas t'oublier aussi là-dedans. Fait que là, je suis vraiment dans ça présentement. OK. Puis comment tu fais pour y arriver un petit peu plus, admettons, pour pas...
Parce que justement, je trouvais ça intéressant hier au panel où il y avait, en fait, d'entrée de jeu de panel, il y avait un vidéo que la panéliste, la conférencière nous a fait présenter. Puis elle parlait justement beaucoup que les femmes donnaient énormément, avaient tendance à prioriser les besoins des autres avant les leurs. Moi, c'est moins quelque chose qui me parle. Par contre, quand on a posé la question à la salle, quasi 100% des femmes ont levé leurs mains. Comment toi, justement, tu fais pour le trouver, cet équilibre-là? Ben, je le trouve pas encore. Je suis encore dans la quête. Ça, c'est sûr et certain. Par contre, il y a comme des pensées importantes qui m'habitent, qui m'amènent à faire des actions. Puis pourquoi j'aime ça mettre les autres en lumière puis contribuer à leur succès? C'est parce que je me dis que moi, quand je vais mourir, ça va être fini. Tu sais, tout mon succès, mon compte de banque, peu importe, tout ça va se terminer là. Puis là, je me suis dit que si j'aidais les autres, tu sais, à quelque part, ça me fait du bien intérieurement parce que je me dis que si j'aide les autres, quand je serai plus là, je vais peut-être continuer à vivre à travers ces gens-là. Puis c'est déjà vrai. Tu sais, mon nom est dans certains livres d'entrepreneurs comme Nicolas Duvernois que tu connais, que je l'ai aidé quand personne ne le connaissait. D'autres personnes que j'ai aidées. Fait que je me dis, ben c'est un bon feeling de savoir que quand c'est fini, il y a peut-être une continuité de qu'est-ce que tu as fait comme bonne action pour contribuer au succès des autres, puis que eux autres, dans le fond, sont reconnaissants de ça, puis ton nom continue à circuler. En tout cas, moi, ça me fait du bien à mon âme. Cette immortalité-là, intemporalité-là aussi. Exactement. C'est vraiment beau. Puis donner, là, tu sais, je veux dire, c'est pas moi qui invente ça, là. Quand tu donnes, c'est à toi que tu fais du bien en premier. C'est sûr que, tu sais, ma cause, c'est l'entrepreneuriat. Fait que je donne beaucoup aux entrepreneurs, aux jeunes entrepreneurs. Beaucoup, 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 beaucoup. C'est sûr que je suis toujours attirée à le faire encore, mais j'aime ça aussi à les donner à des gens qui sont oubliés. Tu sais, ceux qui sont... Tu sais, ceux qui sont justement, qui sont les oubliés de notre société. Puis des fois, tu te rends compte qu'eux autres, tu leur donnes pratiquement presque rien. Puis c'est comme si tu deviens, tu sais, c'est un podcast qui met en lumière Noël. Puis tu te rends compte que tu deviens leur Père Noël. Tu sais, ça, c'est comme, je trouve ça à la limite même bouleversant. Puis Caroline, ça nous remet les valeurs à bonne place, puis pas à peu près. Oui. Il faut avoir la gratitude. Quand tu es entrepreneur et tu as réussi, c'est impossible que tu te lèves le matin et que tu n'aies pas de gratitude pour qu'est-ce que tu as accompli puis qu'est-ce que ça t'a donné dans ta vie. Fait qu'à partir du moment où tu comprends ça, ben tu comprends qu'il faut que tu redonnes aux autres, sinon ça n'a comme pas de sens finalement. Tu as parlé de gratitude. C'est quoi la place de la gratitude dans ta vie? Ben curieusement, moi, la gratitude, là, elle a toujours été là. Tu sais, je l'ai en dedans de moi, mais curieusement, sais-tu quand est-ce qu'elle va émerger le plus? Quand j'ai des moments difficiles. Quand j'ai des moments difficiles, là, on dirait que je me reconnecte, puis j'ai réussi à me dire, mais par contre, j'ai ça qui va bien, puis j'ai de la gratitude pour ça. Ah oui? Vraiment. Si tu te sens une journée, là, tu te sens au fond du baril, t'as la force mentale ou t'as le réflexe, en fait. Oui, de me dire ça, au moins j'ai ça, puis ça va bien. Tu sais, mon défunt père me disait des phrases. Tu sais, je parle souvent de mon défunt père. C'était la classe ouvrière, mon père. Mon père, c'était pas un entrepreneur, mais mon Dieu, qui me donnait des phrases que j'en reviens pas. Comment à l'époque, tu sais, c'est comme il me les disait. Peut-être ça me rentrait là, ça me sortait de l'autre côté de l'oreille, tu sais, mais je trouve qu'aujourd'hui, ces phrases-là m'habitent tellement. Puis il me disait, tu sais, ma fille, quand tu te compares, tu te consoles. Puis je trouve qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit dans les médias, tout ce qui se passe sur la planète, tu sais, je me dis, tu sais, mais en même temps, c'est tellement des fois dans la tête, c'est dur de trouver son équilibre, parce qu'en même temps, tu sais, ça m'est déjà arrivé à un moment donné de vivre un gros chagrin, tu sais, puis d'aller voir une psychologue, puis de dire, hey, tu sais, c'est comme, je m'excuse de vous déranger, je comprends que je vous paye pour la séance, mais tu sais, je m'excuse de vous déranger, c'est comme il y a tellement de gens qui ont besoin, puis je vous prends du temps, tu sais, puis dans le fond, avec toute ma vie, tout ce que j'ai accompli, je devrais pas être dans cet état-là, tu sais, puis elle m'avait dit une phrase qui m'a marquée, puis ça, cette phrase, tu sais, des fois, là, t'as peut-être 10 phrases dans ta vie que tu vas garder à jamais, là, puis ils vont être intemporels, puis ils vont toujours te servir. Puis elle m'avait dit, puis ça m'avait enlevé 50 livres ses épaules, elle m'avait dit, Anne, un chagrin pèse le même poids dans le cœur d'une personne qui a réussi ou qui n'a pas réussi, dans le cœur d'une personne qui a de l'argent ou qui n'a pas d'argent. Puis ça fait du bien à ton âme de dire, ben moi aussi, des fois, j'ai le droit de l'avoir tough. Malgré toute la gratitude que je peux avoir, j'ai le droit d'avoir des chagrins ou de la peine, tu sais. Pourquoi tu aurais pensé que tu n'aurais pas le droit d'avoir du chagrin? Ben parce que, tu sais, je trouve qu'on a quand même des vies d'exception. Quand on a réussi à avoir un succès, tu
Tu sais, je veux dire, moi, là, je viens d'une famille où est-ce que, tu sais, faire l'épicerie, mettre ce que tu veux dans ton panier, ça n'existait pas. Oui, c'est ça. Moi, là... Tu l'as passé, là, ta période canne de thon puis ballonné, là. Exactement. Fait que juste pour moi, là, c'est comme, hey, j'ai une vie d'exception. Je veux dire, je peux mettre ce que je veux dans mon panier. J'ai pas de budget. J'ai pas besoin de me faire un budget mensuel. C'est une vie d'exception. Fait que quand tu vis ça, puis t'en es conscient, puis Dieu merci que j'en sois consciente. Quand tu vis ça, ben, tu te dis en même temps, tu sais, c'est comme, il y a tellement de gens qui vivent pas ça. Donc, pourquoi que dans le fond, pourquoi que je pourrais avoir des sentiments comme justement, tu sais, de vivre des moments plus difficiles parce que, tu sais, ça arrive quand même. Tu sais, tantôt, Judith, tu parlais de conférences. On parle souvent du syndrome de l'imposteur. Bien, il y a 3-4 affaires que j'aimerais te dire là-dessus. C'est premièrement, moi, des conférences, j'ai jamais pensé en faire. Jamais. J'ai jamais pensé qu'un jour, moi, quelqu'un m'appellerait, « Hey, je veux que vous veniez faire une conférence. » C'est juste que mon histoire a fait la une des journaux. Puis ça m'a amené à recevoir des demandes. Puis là, ça m'a amené à partager, puis à me rendre compte, dans le fond, de l'impact que ça pouvait avoir sur les gens, de me rendre compte aussi que c'est un privilège. Puis ça m'a amené aussi, après ça, à pas laisser les cases vides. Les gens me disaient, hey, j'ai aimé ta conférence, qu'est-ce que je vais faire à mon congrès l'année prochaine? Ah, ben, je connais quelqu'un, tu sais, puis je choisissais des gens comme toi, que je disais, ah, ben, cette personne-là, vous allez avoir de quoi apprendre de cette personne-là. Donc, il y a tout ce côté-là, dans le fond, de la conférence que j'aime, mais en même temps, des fois, moi, je suis assise dans mon salon. Puis je me dis, hey, moi, il faudrait que j'aille réécouter une de mes conférences. Comprends-tu? Comme quoi, il n'y a rien d'acquis dans la vie, jamais. Ouais, jamais. Puis il faut, des fois, tu te ressentes tout le temps. Puis là, tu reviens dans ta gratitude. Puis là, tu reviens dans tes accomplissements. Puis là, tu reviens à dire, ben OK. Puis, tu sais, il faut tout le temps que tu gardes le focus. Hey, c'est beaucoup d'énergie. C'est beaucoup d'énergie. Parce que c'est tellement facile, à un moment donné, tu sais, de tout déconnecter à tout égard, là, tu sais. Puis moi, si je déconnecte, malheureusement, je ne vais pas m'en aller dans, hey, je déconnecte, je fais des folies. Ben non, quand je déconnecte, là, tu sais, je m'en vais pas là pantoute. Puis des fois, j'aimerais ça, là, faire des folies, mais je m'en vais pas là. Tu sais, je m'en viens tout le temps dans le rationnel. Fait que, tout ça pour dire que je trouve que c'est quand même beaucoup de travail de garder le cap, tout le temps. Moi, je trouve que c'est un gros travail. Oui. Puis la place dans ma vie où j'ai gardé le cap, que je suis la plus fière, c'est quand j'ai eu mon entreprise, puis que je l'ai vendue, puis ils appelaient ça la bulle Internet, ils appelaient ça les nouveaux millionnaires. Moi, j'ai vu tout le monde disjoncter autour de moi, mais tout le monde, tellement, là, tu sais, quand je dis, là, le monde, c'est capoté, là, ta vie, elle change du jour au lendemain. J'ai vu tout ça autour de moi, à un point tel que des fois, je me disais, je suis-tu normal de rester straight de même, moi? Qu'est-ce que tu veux dire? Puis tu vois tout le monde autour de toi, tu sais, qui était dans ton industrie, qui ont vendu leurs entreprises, que leur destin financier a changé à jamais. Puis là, tu regardes autour de toi, puis eux autres, ils vivent leur best life, là. Puis tu sais, moi, j'avais encore ma voiture, tu comprends-tu, qui était rendue à 8 ans, puis je l'avais encore. Puis là, je me disais, voyons, je suis normal? Tu sais, tous ces doutes-là aussi qui s'emparent de toi. Puis à un moment donné, tu te rends compte que, tu sais, c'est que tu reconnectes, tu peux pas te dénaturer non plus, là, tu sais. C'est comme moi, j'ai été élevée, je n'avais pas de choses, fait que quand j'en ai, je fais attention. Puis même si j'ai de l'argent pour les changer, bien, il va faire attention pareil. Mais il y a tous ces doutes-là, c'est dur. Tous les réseaux sociaux, ça crée beaucoup de doutes, Judith, énormément de doutes. Beaucoup de doutes à challenger toi-même, je suis sur la bonne track, je fais-tu les bonnes affaires, ma vie est-tu correcte? Moi, en tout cas, ça me challenge énormément. Des fois, ça m'est arrivé avec des amis, là, vraiment, puis je vais le dire crûment, de dire, coudonc, je regarde les réseaux sociaux, je regarde les autres, je le sais que ma vie, c'est une vie d'exception, je le sais. Je fais mon épicerie, j'ai pas besoin de calculer, je peux partir en voyage si ça me tente, je peux changer d'auto si ça me tente, je sais tout ça. Mais quand même, je regarde les réseaux sociaux puis je me dis, coudonc, ma vie, c'est-tu de la merde? C'est grave, hein, ce que je vais dire, mais je me pose quand même la question. Fait que c'est dur de trouver son équilibre aujourd'hui avec tout ce qui existe. Oui, mais c'est ça. En fait, parce qu'on se compare avec les meilleurs moments de tout le monde, où on veut le corps de ci, le compte en banque de telle personne, l'audace de telle personne. Fait que on se compare avec nos meilleurs moments positifs, mais tout le monde vit ses pires moments dans l'ombre. Tellement. Puis en même temps, ils disent tout le temps que les entrepreneurs, on ne doit pas avoir de doute. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Ils disent tout le temps, les entrepreneurs, c'est comme, ça fonce, ça n'a pas de doute. Un jour, j'ai entendu une phrase, j'ai dit, mon Dieu que c'est vrai. Il faut toujours garder un soupçon de doute sur soi, ainsi on n'est pas trop plein de nous-mêmes. Parce que le pire ennemi d'un entrepreneur, là, c'est un mot de 3 lettres. Hein? Le pire ennemi d'un entrepreneur, c'est son ego. Fait que quand tu gardes un soupçon de doute sur toi puis t'es pas trop plein de toi-même, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand les autres te parlent, tu entends, t'es à l'écoute, t'es encore preneur de certains contenus, t'es pas au-dessus de tes affaires.
Donc, autant on nous dit, il ne faut pas avoir de doute, autant je dis, gardez-vous-en toujours un petit peu pareil. Surtout dans le succès, là, garde-toi un petit peu, là, tu sais, pour être capable de ne pas être trop plein de toi-même. Ça, ton ego, tu l'as-tu déjà vu démesuré, mettons, ou jamais? Jamais. L'humilité. Ça, par contre, tu sais, ça peut paraître justement prétentieux de dire ça. Non, ça, je le sais. Même des fois, je me dis, j'ai pas assez d'ego. Oui. Ouais, des fois, je me dis même, dans certaines situations, je me dis, ouais, là, il faudrait que j'en aille un petit peu plus, tu sais. Puis, tu sais, ça me fait penser à des phrases que j'ai déjà lues, tu sais. À un moment donné, j'ai déjà lu une phrase de Margaret Thatcher qui avait dit, un jour, je vais me partir en affaires, puis mon magasin va s'appeler « Louer une colonne vertébrale ». Mais j'adore ça, parce que des fois, j'irais, moi, à ce magasin-là. Tu sais, des fois, dans certaines situations personnelles, là, tu sais, mettons, ça peut être en affaires, mais c'est par rapport personnel. Des fois, je me dis, Christy, que j'aurais besoin d'un petit peu plus d'ego, un petit peu plus de colonne. Oui. C'est pas d'où ça vient, mais tu sais, veux pas, on peut pas se dénaturer. Même si t'as fait un succès, t'es entrepreneur, je veux dire, tout qu'est-ce que t'es, tout ton vécu, tout de où tu viens, ça t'habite quand même pleinement. Tu peux pas quitter ça, là. Mais tu vois, moi, cette année, je me suis rendu compte. Mais j'ai vécu une réelle quête d'authenticité, je pense, où pour moi, c'était super important de savoir qui j'étais et de m'accepter. Là. C'est très cliché, là. Mais avec mes forces et mes faiblesses, j'en parle souvent, là, mais dans le podcast, j'ai toutes les choses que j'avais honte de parler, que ce soit de la solitude, que ce soit le fait que je m'aimais pas assez, que ce soit le fait, même mes questions sur la fidélité dans des relations de couple ou des trucs comme ça, les pires trucs que j'aurais jamais voulu, que j'étais bien confortable d'en parler dans un setting one-on-one. Mais en groupe, dans broadcaster ça, j'aurais jamais voulu le faire. Puis au final, plus j'étais moi-même, comme ça, comme la Judith que tu connais depuis maintenant, je sais pas, 10 ans, puis plus je me rendais compte que j'avais le droit d'être moi, avec mes forces et mes faiblesses. Et souvent, étrangement, on a les... Ben, pas étrangement, mais on a aussi les faiblesses de nos forces. Ah oui. Tu sais, moi, des forces que j'ai, c'est justement, je peux profiter de la vie, puis je suis fonceuse, mais après ça, quelquefois, je vais faire payer le prix à moi et à mon entourage, puis moi, je profite de la vie, puis j'ai du fun. Fait que des fois, il y a quelques petites situations que je t'ai déjà mis dans des situations inconfortables. J'étais genre, non, mais moi, il faut que je pense à moi en premier, parce que là, c'est ça que j'ai besoin. Puis comme tout est obligé de prendre le bord, parce que c'est ça qui est ça. Je trouve que cette quête-là de comme... Ben, Judith, elle est comme ça. Elle est très salvatrice, je trouve, puis de comme ça dire, ben justement, tu sais... Puis je dis ça parce que maintenant, tu dis, tu sais, je trouve que j'en ai pas assez de colonnes, ben... Moi, je te vois très opiniâtrée, mais tu sais, comme... Peut-être qu'il faut que tu t'assumes en tant que... Si tu trouves que t'en as pas assez de colonnes, peut-être qu'il faut que tu t'assumes en tant que pas de colonne. Puis c'est comme ça. Puis c'est ça, la force. Quand tu travailles dans Word, tu as une fonction qui s'appelle copier-coller. Oui. Moi, je trouve que quand tu es entrepreneur, tu sais, comme la Anne entrepreneur, c'est pas la même Anne personnelle. J'aimerais ça faire copier-coller. Christy, que j'aimerais ça. Mais ça marche pas de même. Mais en même temps, c'est beau parce que c'est ça l'équilibre. Tu sais, en affaires, là, tu comprends-tu comment je suis en affaires? Là? C'est comme, je suis pas la même Anne en affaires que je vais être la Anne personnelle. Fait que la fonction copier-coller, elle n'existe pas. T'es pas la même Anne en affaires que t'es la même Anne personnelle. Personnelle, non. Pas du tout. Fait que... Ben, fait que la Anne en affaires, elle a de la drive, il n'y a rien qui lui fait peur. Elle va même pas gérer l'argent de la même manière. Elle n'est pas pareille. La Anne personnelle, elle c'est tout son background, elle est tout ça, mais en même temps, j'aimerais ça faire copier-coller parce que, personnel, il y a bien des affaires que je réglerais autrement si c'était la Anne en affaires, la Anne entrepreneur qui prenait le contrôle, mais ça marche pas de même. Mais je me suis réconciliée avec ça parce que je me dis, c'est ça l'équilibre. Tu sais, tantôt, tu as dit une phrase parce que aussi, tu sais, qu'on dit, tu sais, le monde qui vont dire, mettons, ah, tu sais, je fais mes affaires, puis qui m'aiment me suivent, puis les autres, tant pis, là. Ben, c'est beau à dire, mais tu sais, ça peut pas ne pas nous affecter. C'est-à-dire, qui n'a pas le goût que tout le monde l'aime? Tu sais, c'est une quête, c'est humain. On n'aime pas ça quand quelqu'un nous aime pas. C'est pas le fun, tu sais. Moi, ça me fait ça. Mais jusqu'au jour où j'ai lu une citation de Steve Jobs de Apple qui a dit « C'est facile, si tu veux que tout le monde t'aime, tu as une chose à faire dans la vie, va vendre de la crème glacée. »
Puis j'ai trouvé ça bon, parce que moi, j'aime ça, ces phrases-là. C'est comme ça me ramène à l'ordre, puis je me dis, ben oui, c'est du gros bon sens. Tu sais, je vends pas de la crème glacée. Tu peux pas faire plaisir à tout le monde. C'est impossible. Fait que le monde, c'est pas tout le monde qui peut t'aimer, tu sais. Mais l'important, c'est d'être vrai, d'être authentique, de pas te dénaturer pour plaire. Ça, c'est super important. Mais tu vois, moi, j'ai... Dans un des épisodes qu'on a fait cette année avec Florence Brouillard, on a parlé de personal branding. Puis elle me disait, ouais, mais Judith, t'es une fille qui peut choquer, tu sais, qui peut déranger. Puis moi, elle m'a dit ça, puis moi, c'est comme si on m'apprenait ça pour la première fois de ma vie. J'avais jamais entendu ça. Peut-être que je l'avais déjà entendu, mais peut-être que j'avais pas voulu l'entendre. Puis ça a pris vraiment du temps, parce que moi, je me disais, justement, je veux que tout le monde m'aime, là. Et c'est Louis Morissette, moi, qui m'a fait me réconcilier avec ça. Je l'écoutais à un podcast, puis la personne qui demandait, oui, mais toi, t'es un gars qui te dérange. Puis j'étais comme, attends un peu. La notion de déranger, c'est Louis Morissette, parce qu'il y a des opinions contraires, mettons, sur le... Ça veut, OK, pour les gens, ça veut dire déranger. OK, ben là, let's go. Je vais déranger du monde, absolument, si c'est ça, la notion de déranger. Fait que moi, je me suis affirmée là-dedans. J'ai fait, parfait, je vais déranger. Il y a bien du monde qui ne vont pas m'aimer. Il y a bien du monde que je vais gosser, que je vais taper ses nerfs. Mais ceux qui vont m'aimer, ils vont m'aimer en tabarouette. Ben là, je sais pas si je vais taper ses nerfs des gens en sortant des phrases sur lesquelles moi, je me raccroche quand j'ai ces questionnements-là. Puis c'est exactement en lien avec ce que tu viens de dire. Tu sais, à un moment donné, j'ai lu une phrase qui dit, tu sais, ne dites rien, ne faites rien, ne dérangez rien. Si tu fais ça, qu'est-ce que ça égale? Ne soyez rien. Oui. Fait qu'à partir du moment où tu comprends ça, tu te dis, ben, je veux pas être rien. Je veux pas. Qui veut être rien? Donc, c'est normal qu'il faut que tu poses des actions, puis que quand tu poses des actions, tu peux pas plaire à tout le monde. Mais comme je disais tantôt, tu restes focusé sur vraiment tes valeurs puis la cohérence. Tu sais, c'est ça. Il faut que tu sois cohérent. Ça, je dis, il y a une pénurie de ça. Il y a une pénurie de rigueur, il y a une pénurie de cohérence, il y a une pénurie de plein de choses que je me dis, faudrait pas que je sois ministre du Développement économique. Faudrait pas. Pourquoi? Parce que je dirais des choses que le monde n'aime pas. Je dirais des choses que même Lucien Bouchard a déjà dit, le premier ministre Lucien Bouchard a déjà dit, puis s'est fait crucifier sur la place publique, tu sais, qu'on manquait de productivité, qu'il faudrait qu'on se botte un peu plus le derrière. Moi, je suis d'accord avec ça. Moi aussi, je suis d'accord. Je trouve que là, c'est encore plus qu'avant. Je trouve qu'on on a encore plus le vent d'en face parce qu'on a perdu ça en cours de route. Moi, je cherche ça, là, vraiment avec... t'as pas idée comment ça m'habite, là, tu sais, la qualité, le respect de qu'est-ce que tu t'es engagé à livrer, il faut que tu livres. De ne pas faire des attentes que tu livreras pas. Je trouve qu'il y a des campagnes, des fois, de pub extraordinaires, mais je trouve que qu'est-ce que tu vois là, c'est pas l'expérience que tu as vécue. Mais je trouve qu'on a du travail à faire. Puis je trouve que comme société, c'est comme ça qu'on pourrait, comprends-tu, dans des contextes comme actuellement, des contextes géopolitiques difficiles, on pourrait avoir un peu plus de panache. Ouais. Mais le monde a peur de dire ça. Le monde a peur de dire les vraies choses. Puis pourtant, je dis de dire les vraies choses, ça fait juste de nous du vrai monde. Mais si on dit tout le temps ça, là, qu'est-ce qui arrive? Bien, ça arrive qu'il se passera absolument rien. Tu sais, comme les gens qui disaient... Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, j'entends plein d'entrepreneurs dire, ouais, mais tu sais, j'ai pas le choix, puis tu sais, telle personne dans mon équipe, tu sais, je peux pas trop. Mais ouais, mais si on fait ça, qu'est-ce qu'on est en train de faire? D'endurer des situations qu'on doit pas endurer. On est en train de niveler vers le bas. Moi, je trouve qu'on devrait, tu sais, faire des rencontres d'équipe puis dire, hey, avoir de la rigueur puis être plus productif, faut que nos yeux pétillent. C'est hot. Tu sais, c'est hot. Faut montrer que ça fait quoi? Ça veut dire qu'on va devenir meilleur. Ça veut dire qu'on va avoir plus de pouvoir. Ça veut dire qu'on va être capable d'avoir plus d'argent puis redistribuer l'argent puis faire en sorte que tout le monde va avoir sa part du gâteau. Puis on dirait qu'on a peur de parler de ça. Faut rester comme, tu sais, oui, je le comprends, conciliation travail-famille, télétravail. Faut, tu sais, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de discours là-dedans. Je veux pas être méchante, mais il y a beaucoup d'affaires qu'on nivelle vers le bas puis qu'on devrait plutôt, tu sais, sortir les yeux comme... Puis un jour, j'étais dans une tribune, je dis, il y avait 500 personnes. C'était comme un combat d'idées, tu sais, puis j'ai sorti ça, puis j'ai pris ce risque-là de dire ces choses-là. Je capote ma vie. Il y a eu un standing ovation. Le monde était finalement preneur de ce discours-là. Tu sais... redressez-vous puis dire non, ça, j'accepte pas ça. Ça, nous, on s'en va vers là. C'est ça nos critères. Puis c'est vers là qu'on s'en va. Puis arrêtons de niveler vers le bas.
Puis c'est pour ça que je voudrais pas être ministre du Développement économique, parce qu'il y aurait des discours quand même comme ça que je tiendrais, de dire là, à un moment donné, là, on va se regarder dans le miroir puis on va se dire, tu sais, on a beaucoup de croûtes à manger. Beaucoup. Ouais. Amen. Alléluia. J'adore ce que tu dis, Anne. Ça va faire un excellent clip. Justement, pour ceux qui la connaissent pas, ton histoire, ça part où? L'histoire de Anne débute quand? C'est sûr que, tu sais, si on met mon nom dans Google, on va trouver plein d'affaires qui me suivent encore, là, mais tu sais, mon histoire est partie de... Tu sais, c'est drôle parce que là, je le sens que mon regard part, puis il s'en va dans les images de où je suis partie. Tu sais, c'est parti d'un fond de sous-sol. C'est parti d'un fond de sous-sol où finalement, t'as personne qui va miser sur toi. Ben, tu sais, moi, j'étais sûre en dedans de moi qu'il y avait quelque chose de grand. C'est pas un hasard hein, qu'un jour, j'ai fait un show télé qui s'appelait Voir grand, qui était l'ancêtre de l'émission Dans l'œil du dragon, qui était la première émission de télévision sur l'entrepreneuriat au Québec. Je suis fière de dire, Judith, c'est moi qui l'ai pensé, imaginé, puis je l'ai produit. C'est moi qui ai convaincu un diffuseur de l'accepter. Puis j'ai appelé ça Voir grand, parce que moi, du fond de mon sous-sol, là, je me suis dit, c'est pas vrai que ma vie, ça va être ça. Moi, je vois grand, je vais me sortir de là. C'était quoi grand pour toi à cette époque-là? C'était vraiment physiquement de me dire ma vie, ce ne sera pas de vivre dans un sous-sol. Ça, c'était comme la première affaire, tu sais. Puis grand, c'était de sentir que je pourrais peut-être bâtir quelque chose de grand sans savoir c'est quoi, tu sais. Les premières images que j'ai de ça, c'est que j'ai 8 ans. Je me dis non, c'est pas ça, moi, ma vie, ça sera pas ça. C'est mon anniversaire, il n'y a rien dans mon garde-robe. C'est pas ça, ma vie. Ça sera pas ça. Je savais pas ça serait quoi, mais je savais que ça serait pas ça. Ça c'était physiquement me sortir d'un sol, vivre à un autre endroit qu'un sol, puis de bâtir quelque chose. Et je me souviens, moi, d'avoir été dans des endroits, là, tu sais, où tu te sens comme... tu te sens dans le peloton arrière de la société, là, tu sais. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Tu sens que toi, t'es... Ben, c'est ça, tu sais, t'es la pauvre de la gang, là, tu sais. Ce feeling-là de dire, non, moi, c'est comme, je vais embarquer dans la course puis je vais faire ma place, tu sais. Pas pour l'argent, ça s'explique pas. C'est comme cet instinct-là de dire, je mérite ma place puis je vais me la bâtir. Puis, tu sais, moi, j'ai toujours rêvé d'aller sur les bancs d'école. Ça s'est pas matérialisé comme ça de part de où je viens, là. C'est quand même capoté de savoir comment mon histoire, maintenant, est enseignée dans des universités. C'est capoté. Tu sais, des fois, je me couche le soir, je dis, mon histoire est enseignée quand même dans des universités. Puis l'expression qu'il me dit, c'est « self-made woman ». Une personne s'est fabriquée elle-même. Puis c'est exactement ça. Je me suis fabriquée moi-même. Fait qu'à partir de là, mon histoire, un fond de sous-sol. Puis à ce moment-là, est-ce que c'est clair pour toi que tu vas être entrepreneur? Ah non. Tu dis, je vais peut-être être une grande artiste ou... Non. Ben moi, j'aimais l'école. Fait que moi, je voulais être avocate. Je voulais être médecin. Je voulais avoir toutes les notes pour ça. Ben moi, j'ai eu des conseillers en orientation qui m'ont fait venir dans leur bureau pour me dire qu'est-ce qui va pas. C'est pas normal les choix que tu fais là. Je pouvais même pas faire mon secondaire 5. De par ma famille qui avait pas les mêmes croyances que moi, qui voulait juste que j'aille au plus vite sur le marché du travail. Donc, vite, la formation la plus vite, vite, va sur le marché du travail le plus vite, tu sais. Puis là, t'es assis devant le conseiller en orientation, puis tu comptes des mensonges pour protéger ta famille. Pas dire, non, c'est mon choix. C'est pas ton choix pantoute, là, tu sais. Et je voulais faire mon secondaire 5 général. Hey, moi, j'aurais aimé ça faire chimie, bio. Qu'est-ce que j'aurais aimé ça? Géographie. Judith, je te le dis, là, je suis allée à l'école de vie, j'ai beaucoup de connaissances, je lis beaucoup, puis je m'informe beaucoup, là, mais je suis nulle en géographie, nulle. J'ai pas eu de cours de géographie. Ça me manque tellement. C'est bizarre que je te partage ça de même. Pourquoi cours de géographie? Mais j'aurais aimé ça avoir ces cours-là, tu sais. Fait que moi, je pensais que ça passerait par les bancs d'école. Je me sortirais de mon sol de par les bancs d'école. C'est pas ça qui est arrivé. Mais l'entrepreneuriat, comprends-tu pourquoi je tripe là-dessus? Je me suis dit, aïe, aïe, là-dedans, pas d'argent, pas de diplôme, tout est possible. Je me suis dit, ça, c'est mon chemin. Puis c'est vrai. Quand je fais des conférences dans des auditoires, qui sont des fois, je vais dans des places, ils appellent ça les carrefours jeunesse-emploi, qui sont là pour aider les jeunes, qui sont un peu, pas mal des écopées de la vie, souvent. La phrase qui me fait plus vibrer de leur dire, c'est « Vous autres, là, vous êtes plus proches d'un succès que vous pensez. » Puis ils me regardent en disant, tu sais, voyons, regarde-nous, là, tu sais. Mais non, vous êtes plus proche d'un succès que vous le pensez parce que vous autres, là, vous avez rien à perdre dans la vie, vous avez juste tout à gagner. Puis l'instinct de survie, là, c'est puissant. Puis moi, j'étais habitée par ça, l'instinct de survie. Puis c'est pour ça que c'est très dur de faire 2 succès de suite.
Tu sais, j'ai eu la chance de faire un succès. C'est très, très dur de faire un deuxième succès de bord. D'abord, quand tu regardes les statistiques, toutes les odds sont contre toi. Pourquoi c'est difficile de faire un deuxième succès? Parce que quand tu n'as rien à gagner, tu as tout à perdre. Mais quand tu as gagné de quoi, tu as peur de perdre. Donc, si tu as peur de perdre, tu ne gères plus le risque de la même manière. Moi, là, quand j'ai vendu mon entreprise, là, moi, je priais pour ne pas perdre ça, l'audace, la capacité de prendre des risques. Puis Christy, c'était bien plus dur qu'avant. Très, 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 très dur. Jusqu'au jour où j'ai lu une phrase qui disait « Si vous ne prenez pas un risque par jour, c'est que vous ne risquez pas assez. » Je me suis dit « Hey, un risque par jour. » Ça m'a comme reconnecté sa notion de prendre des risques. Tu sais, on dit ces phrases-là, tout part d'un risque. Pas mal vrai, là. Ça part pas mal d'un risque, là, tu sais. J'adore ce que tu dis quand tu dis vous avez rien à perdre. Vous avez juste tout à gagner. Ouais. C'est pour ça que moi, ce qui a marqué... Tu sais, tantôt, tu me posais la question au début, qu'est-ce qui a marqué mon parcours? Tu sais, quand même partir en affaires le jour de mon congédiement. Quand même hot, partir en affaires le jour de son congédiement. C'est magnifique. Là, moi, je la connais bien, ton histoire, là, mais là, fais une chronologie. Fais une chronologie quand même pour les gens qui te découvrent pour la première fois. Bien, je suis atterrée sur le marché du travail plus tôt que prévu, avec même pas un secondaire 5 général. Finalement, je fais pas le métier que je voulais faire, mais mon père m'enseignait de toujours bien faire les choses, qu'on ne sait pas qui nous regarde, qui nous observe, qui pourrait faire la différence dans notre vie, puis c'est tout à fait vrai. Sans le savoir, je tombe dans une entreprise du futur. Moi, j'étais secrétaire d'une compagnie de production audiovisuelle, sans savoir que l'audiovisuel était précurseur du multimédia puis le multimédia de l'Internet. Donc, j'étais dans un secteur du futur, je le savais pas. Cette entreprise-là est mise à vendre, j'essaie de l'acheter, ça marche pas. Je m'en vais avec des anciens collègues de travail qui m'ont fait vraiment un coup de cochon, tu sais, qui m'ont fait des fausses représentations puis qui m'ont même mise à la porte. Puis c'est ce jour-là que j'ai décidé que j'allais prendre mon destin en main, puis c'était terminé, que j'allais décider moi-même de qu'est-ce que j'allais faire de ma vie. Puis c'est là que je suis partie en affaires, dans un instinct de survie totale, avec un deadline, 1 mois. J'ai 1 mois pour qu'un miracle arrive. Les miracles, on les attend pas, on les fait. Puis j'ai 1 mois pour que les choses se matérialisent. 1 mois pour me partir en affaires, 1 mois pour trouver des clients, 1 mois pour facturer des clients, 1 mois pour facturer des clients, 1 mois pour encaisser mon argent. C'est capoté ce qui m'arrive là. Il faut que je vous dise quelque chose d'important. Vas-y. Ben moi, là, tu parles à une fille qui a peur des chats. Ah! Puis regardez ça. Puis je pense que c'est un message qu'il me lance. Il m'aime ou quoi? Oui. Il ronronne. Ben ça, là, c'est hot. Pour moi, je le laisse là. Comme là, je lutte contre mes démons, là. Parce que moi, j'ai peur des chats. Mais je le laisse là. Pour ceux qui voient sur YouTube, mon chat, Sriracha, vient de quitter le dessous du sapin pour venir se coucher sur Anne. Ça veut dire quoi pour toi? Ça veut dire qu'il m'aime? Ben, là, elle est très inspirée présentement. Là. Là, c'est ta phrase, là, t'as rien à perdre, t'as tout à gagner. Je pense que c'est ça qui l'a marqué, puis après ça, elle est venue sur toi. En tout cas, moi, je vois ça comme tout un moment. Là. C'est comme, OK. Mes yeux, ils doivent briller. Comme j'en reviens pas moi-même, c'est comme aïe, c'est un chat, c'est moi, personne ne veut savoir. C'est une nouvelle sorte de thérapie. C'est des thérapies de podcast où on te confronte à. Fait qu'il faut que tu continues à animer ou à performer quand même dans un balado, même si. Fait qu'ils font ça pour les avions. Mettons, t'as peur de l'avion, bien, on va filmer un épisode dans l'avion, puis là, t'as pas le choix de le faire. J'ai psychologie, je pense qu'on peut partir au cabinet. Mais vas-y, Anne, continue. Ben c'est ça. Fait que je suis partie en affaires le jour de mon congédiement. Puis ce qui a marqué mon parcours, c'est vraiment l'audace. C'est ça qui a marqué Je suis devenue audacieuse, tellement audacieuse d'audace, parce que moi, j'avais pas le choix, là. Fallait que les choses se matérialisent. Toutes les demandes que je faisais, même si je me faisais dire non, c'est pas grave, je continue, faut que les choses arrivent. Puis ça a été une ascension non-stop de toujours à temps plein, sans arrêt, en continu, de jamais lâcher prise, de toujours continuer, de toujours me battre, de toujours vouloir faire ma place, de toujours vouloir voir grand, jusqu'au jour où j'ai réussi finalement. J'ai réussi, puis moi, j'ai jamais voulu vendre ma compagnie. Hein. Je dis souvent, des fois, les entrepreneurs me disent « Ah, moi, j'ai bâti une compagnie pour la vendre. » Moi, je trouve que les plus belles compagnies à acheter, c'est celles qui veulent pas se faire vendre. Fait que moi, j'ai jamais voulu vendre ma compagnie, mais les gros joueurs, ils me couraient après, tu sais. Puis à un moment donné, il faut que tu vires business, tu regardes qu'est-ce qui peut être bon. J'ai fait un beau deal avec une multinationale. J'ai choisi l'entrepreneur. C'est un beau seron, j'ai connecté avec lui.
faut que ça soit win-win. Les plus belles transactions, c'est win-win. Sinon, ça marche pas, ça marche jamais. Puis finalement, ben, comme l'entrepreneuriat avait changé ma vie, avait changé mon destin, avait démontré hors de tout doute que tout était possible, ben, c'est là que j'ai voulu me consacrer à l'entrepreneuriat. Pour le dire à tout le monde. Moi, je voulais le dire à tout le Québec. Hey, quand tu veux, tu peux, là. J'en suis la preuve vivante. Fait que j'ai eu la brillante idée. Je dis brillante, mais je me trouve hot. Sais-tu quoi? Je n'étais pas capable de dire ça avant. Puis un jour, j'ai entendu un documentaire de Céline Dion, puis qui était malade. Puis à un moment donné, elle est venue les yeux pleins d'eau, puis elle revoyait des clips de elle, tu sais, puis elle a dit, je pense que j'étais bonne, moi. Puis ça m'a tellement émue, là, parce que qu'elle savait pas qu'elle était bonne, la manière qu'elle le dit. Je pense que j'étais bonne, tu sais. Fait que moi, à cet âge, je me dis, je pense que c'était hot. Je pense que c'est hot ce que j'ai fait. C'est hot parce que j'avais décidé de produire la première série télévisée sur l'entrepreneuriat au Québec qui s'appelait Voir grand. Pour mettre en lumière les entrepreneurs dans leur fond de sol. Je voulais les mettre en lumière, je voulais changer des destins. Comme le mien avait été changé par l'entrepreneuriat, qui est un mot que j'ai gravé sur mon cœur. Oui. Là, t'es allé, t'as fait 20 ans à l'espace de quelques minutes. Tu dis que c'est l'audace qui a changé ta vie. Comment on apprend à être audacieux? Je pense qu'on n'apprend pas à être audacieux. Je pense qu'on est habité par un contexte, comme moi, c'était l'instinct de survie, où tout va tomber autour de toi. Tu sais, t'en as pas d'ego. Quelqu'un va te dire non. C'est comme on continue à frapper aux portes jusqu'à temps que quelqu'un me dise oui. Pas parce que je suis persévérante, c'est parce que j'ai pas le choix. Il faut que les choses arrivent. Ce qui fait que être audacieux, c'est pas avoir du front autour de la tête. Être audacieux, c'est être stratégique, c'est être réfléchi, c'est dire si ça n'a pas marché, qu'est-ce que je peux faire? Puis de tout le temps, tu sais, être en ascension pour devenir meilleur là-dedans. De ne pas avoir peur de faire des demandes. Ça, j'en reviens pas. Hein? C'est pas moi qui l'ai inventé. Là. Ça le dit dans la Bible, demandez, vous recevrez. Tu fais des demandes. Puis quand tu es vrai, puis tu es authentique, puis tu es convaincu, je te le jure, Judith, que tu es convaincant. Parce que les gens, ils ont des antennes. On parlait de colonne vertébrale. Notre colonne vertébrale est une antenne. Les gens sentent l'authenticité de l'autre. Puis profondément, habituellement, tu as le goût de faire la différence dans la vie de quelqu'un. Donc, quand tu fais une demande, moi, j'ai fait des demandes, là, puis j'ai regardé le monde dans le blanc des yeux, là, puis j'ai fait des demandes, là, puis j'ai eu des réponses qui ont changé le reste de mon parcours. J'ai déjà eu devant moi le directeur marketing de la compagnie Heinz à Toronto qui me demandait de me calmer parce que j'avais tellement besoin qu'il me donne un contrat. Puis il me dit, mais calmez-vous, Madame Marcotte. Puis je l'ai regardé puis j'ai dit, demandez-moi pas de me calmer. Vous êtes le directeur marketing de la compagnie Heinz à Toronto. Si vous me donnez un contrat, vous changez mon destin. J'ai senti, j'y ai rentré dans le cœur direct, là, tu sais. Puis je suis ressortie avec un mandat. Puis je l'ai jamais oublié. Faut pas t'oublier les gens qui t'ont aidé. Hein? Donner sans attendre, recevoir sans oublier. Donc, c'est ça. Je pense que si tu deviens pas comment tu fais pour devenir audacieux, non, c'est que tu as un contexte, puis à un moment donné. Ben, let's agree to disagree, dans le sens que la première fois que tu demandes quelque chose, c'est différent que la 250e fois que tu demandes quelque chose. T'apprends comment. Moi, je me souviens, la première fois que j'ai demandé quelque chose, tu sais, du haut de mon secondaire 5, admettons. Puis là, je me dis, OK, il faut que j'aille voir telle personne, puis demander. Puis moi, c'était une amie, en fait, qui m'avait appris à faire ça. Qui, elle, avait écrit. Elle travaillait dans le monde de la publicité, puis elle voulait aller dans le monde des médias. Puis elle avait écrit à Véronique Cloutier. Puis ça fait 20 ans, tu sais, 20, 25 ans même. Puis Véronique Cloutier lui avait dit oui, mais ils se connaissaient pas, là. Puis ils sont allés prendre un café ensemble. Puis mon ami, ça a changé. Je peux pas dire que ça. Je pense que je peux dire que ça a changé sa vie. Puis moi, c'était la première fois que je voyais ça. Là, je me disais, attends un peu, tu l'as trouvé, tu as écrit, elle a dit oui, t'es allée, elle t'a donné des conseils. Puis après ça, je pense qu'il avait fait un intro pour aller à quelque part. Puis là, c'est là où j'ai découvert la puissance de OK, mais tu peux demander des choses, même à des gens que tu connais pas. Puis dans ce que tu as dit, une chose que j'ai trouvée super intéressante, c'est que, puis ça, moi, je le répète souvent aussi, c'est que si tu ne demandes pas à la personne, en fait, tu la prives de l'opportunité de t'écouter, t'aider, de contribuer à ton histoire, de contribuer à son. Tu sais, donc, demander
peut être une forme de générosité aussi. Moi, j'ai fait des demandes, Judith, là, mais toujours avec la même intention. J'avais vraiment besoin que la personne elle me dise oui. J'avais vraiment besoin de ne pas la laisser indifférente à ma demande, à mon contact, à qu'est-ce que j'allais faire avec le oui que cette personne-là allait me donner. Moi, j'ai contacté des gens, là, habituellement inaccessibles, là. J'ai contacté... j'ai gardé tous ces courriels-là, mais tu sais, j'ai contacté Pierre-Carl Pellado, puis il m'a répondu. J'ai dit que je lui avais besoin qu'il me passe une antenne télé pour mettre l'entrepreneuriat à l'écran. Dans ce temps-là, personne ne faisait ça. J'ai contacté... Mais raconte ton histoire de Lucien Bouchard. Que quand j'étais allée en Chine? Bien, la première portion avec les tailleurs, puis la deuxième portion avec les ventes face. C'est sûr que je raconte beaucoup de moments clés dans ma conférence, Ouais. là, puis je raconte des moments clés qui sont inspirants, qui sont la vraie vie, il y a du storytelling, bien sûr, parce que le storytelling, c'est une des grandes tendances. Ouais. Hein, tu sais ça, le monde aime ça, ils en ont besoin de se faire raconter des histoires, mais j'aime ça aussi donner des outils, de dire qu'est-ce que j'ai appris là-dedans. Ouais. Tu sais, puis j'ai le goût des fois de raconter l'histoire comme aussi de, tu sais, oui, il y a la conférence dans laquelle je raconte tous ces passages-là, mais j'aime ça raconter, peut-être dans ton épisode, tu sais, de dire, tiens, on pourrait comme twister ça puis raconter l'autre côté. Tu sais, un jour, tu sais, c'était impossible que je me retrouve dans une mission commerciale avec les plus grands entrepreneurs québécois quand j'avais encore un embryon d'entreprise. Tu sais, je me souviendrai toute ma vie, le Frédéric Albérault, qui organisait la mission commerciale que j'avais rencontrée, il n'avait pas le choix de me voir, là, c'était un fonctionnaire, là, tu sais. Puis il me dit, tu sais, il me fait comprendre que je ne fit pas vraiment dans le décor, mais moi, c'est pas grave, j'ai décidé que j'allais partir en Chine. Parce que moi, j'ai pas de contrat encore à Montréal, je suis basée à Québec, puis je suis prête à aller en Chine, moi, pour avoir des contrats, là, tu sais, je suis prête à tout. Puis j'ai envoyé des courriels pour le faire réfléchir, parce que c'est un truc que je donne à 50% du taux de réussite, de créer une émotion favorable avec une personne qui te connaît ou te connaît pas. C'est le titre du courriel que tu vas mettre. Ou le titre du sujet que tu vas mettre dans ton message LinkedIn. Tu sais, des fois, je reçois des messages avec no subject, il se passe absolument rien, il n'y a pas d'émotion. Fait que j'ai fait ces choses-là, puis un jour, j'ai réussi à être acceptée pour aller en Chine, tu sais, hors de... Tout ce que tu peux imaginer, c'est pas croyable. À côté de moi, c'est Bombardier. Là. Tu sais, moi, j'ai 4 employés, si je me compte. Là, j'ai 1000 employés, des milliers d'employés à côté de moi. Là. Tu sais, c'est incroyable que j'ai réussi à être là. Mais j'ai réussi à faire ma place. Mais tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que quand j'ai reçu ma lettre signée de Lucien Bouchard, cette lettre-là, je l'ai encore dans mon bureau actuellement. Parce qu'à chaque fois que j'allais d'en face, je me suis dit, toi, Anne-Marcotte, tu as eu assez d'audace un jour pour travailler à avoir ta place, à une place où est-ce que tu n'étais pas supposée être présente, puis ça a été ton coup d'éclat, puis ça a changé ton destin, hein, parce qu'il faut trouver notre coup d'éclat. Puis ça, je dis que quand j'ai convaincu Frédéric Albérault de m'accepter dans cette mission-là, puis que, tu sais, je voyais bien que je ne fitais pas, mais comme je te dis, moi, j'avais décidé que je serais présente, je me souviendrai toute ma vie qu'il mettait toujours ses doigts sur ma carte d'affaires, qui était photocopiée. Parce que, tu sais, moi, je venais de partir en affaires, j'avais pas d'argent à avoir des vraies cartes, là. Hein, on est créatif, on est imaginatif, hein. J'avais des cartes d'affaires photocopiées, ça coûtait pas cher. Mais s'il mettait ses pouces trop longtemps sur ma carte, mon numéro de téléphone, il s'effaçait. C'était photocopié. Moi, j'étais là. Puis un jour, je reçois, livré par FedEx, la lettre de Lucien Bouchard. Judith, j'ai vu ça comme un signe. C'est FedEx qui m'a livré ça. FedEx, un gars qui un jour a dit, moi, je vais livrer des colis partout à travers le monde, dans des avions, puis le monde, on dit quoi? Ben là, commence à livrer avec des petits camions, là, tu sais. Puis quand je voyage, puis tu vois les hangars FedEx, je me dis, il y a quelqu'un quelque part qui a fait ça, puis qui a cru en son rêve. Fait que moi, je voyais tout ça comme des signes, tu sais. Je me dis, hey, j'ai reçu cette lettre-là, puis je suis partie en Chine, que ça a été mon coup d'éclat. Ça a été un coup d'éclat incroyable. Je pense vraiment, j'ai été la mascotte. J'étais la mascotte. Je pense que j'inspirais les grandes entreprises tellement. Moi, j'étais la toute petite qui voulait faire sa place, qui voulait tellement. Puis les autres étaient comme dans leur siège confortable. Hein, dans le confort, tu fais plus grand-chose. Quand moi, je fais des conférences, je dis, puis le monde me dit, ouais, c'est le fun, tout ça. Mais tu sais, moi, ça va bien. J'ai le goût de leur dire, moi, je pense que ça va mal. Parce que quand ça va bien, tu fais plus grand-chose. C'est dans l'inconfort que tu fais quelque chose. Fait qu'il faut toujours se remettre tout le temps quand même un peu en danger. Puis quitter notre confort. Il y en a qui appellent ça le statu quo. Hein. Faut que tu challenges tout le temps le statu quo. Tout le temps. Fait que moi, c'est ça, quand je regarde ma lettre dans mon bureau encore aujourd'hui, signée de Lucien Bouchard, même si c'était une signature électronique, je me dis, tu sais, Anne, faut tout le temps que tu aies ton audace, tout le temps. Puis c'est très dur d'en avoir quand tu as réussi.
Parce que toute la notion du risque, tout ça, ça se prend. Tu gères ça différemment. Tu as quelque chose à perdre, c'est tough. Même là, embarque la peur d'être une has-been. Tu as reçu Nicolas Duvernois dans tes podcasts. Combien de fois je l'appelle? Je dis, une has-been. Est-ce que moi, ce que j'ai accompli, c'est derrière moi? Est-ce que je vis encore? Est-ce que j'ai encore quelque chose à accomplir? Tu sais, Judith, je suis fière de te dire que quand, mettons, je fais des conférences ou je participe peut-être comme un balado comme le tien, puis je vois comme le monde qui l'écoute, je me dis, ben non, je pense que je suis pas has-been. Je pense que j'ai encore quelque chose à partager. Je te confirme que tu n'es définitivement pas une has-been. Puis j'aimerais ça peut-être te faire réfléchir avec ça, mais j'avais une conversation récemment avec quelqu'un dans l'industrie médiatique qui est des médias sociaux, puis la personne me disait, tu sais quoi, après 3, 4, 5 ans, il faut comme se réinventer, puis chercher c'est quoi pour rester pertinent, relevant, il faut comme tout se réinventer à toutes les 3, 4 années dans le monde médiatique et culturel. Fait que peut-être que c'est une piste de réflexion. C'est quoi la prochaine version de Anne? Moi, j'aimerais ça écrire, Judith. J'aimerais ça écrire. Je pense que j'ai du talent. J'ai été blogueuse longtemps pour le journal Les Affaires. Je capotais de voir que quand j'écrivais quelque chose, là, c'était lu. J'en revenais pas. Puis la plus belle chose que les gens me disaient, ils disaient que quand ils lisaient, ils visualisaient. C'est comme j'avais cette capacité. Tu sais, qui l'eût cru? Pas de secondaire 5, t'écris des chroniques. Il faut être du talent quand même pour écrire. Puis je me dis, crème, j'écris ça. Le monde, il me dit, hey, je lis ça, là, puis je le visualise. La manière dont tu le décris, puis je le ressens, puis tout ça. Puis j'aimerais ça. Des fois, je me vois, tu sais, je me vois en train d'écrire. Oui, peut-être écrire mon livre, même si ça fait 20 ans que j'ai un contrat avec un éditeur, puis je ne l'ai même pas encore écrit, mon livre. Du temps, je vais le faire, puis je manque de temps. Mais peut-être écrire autre chose aussi. Tu sais, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment d'écrire. C'est quelque chose que je vais éventuellement faire. C'est un très beau médium. C'est un très beau médium, puis en plus, il permet de faire beaucoup de réflexion personnelle, je trouve. J'adore quand j'ai mes phases d'écriture. Tu vois, là, j'avais une phase d'écriture intuitive quand j'ai commencé ce calepin-là. Ça a duré une page, mais bon. Moi, je trouve qu'une de tes plus grandes forces dans la vie, c'est l'audace, oui, mais c'est que tu es une experte de storytelling. Souvent, tu sais, puis mettons, moi, souvent, j'essaie de te raconter des trucs ou puis j'ai besoin comme de me les faire passer par le filtre Anne pour ajouter comme une couche de... Tu sais, parce que surtout, là, quand c'est notre histoire, on est comme trop proche un peu du boulot, là, puis toi, t'as cette capacité-là. Puis on fait quand même beaucoup de préparation de panels ou conférences. Je pense qu'on en a déjà en faire, je sais pas, une vingtaine, trentaine là, dans notre vie ensemble. Puis l'angle avec lequel tu orientes les questions, les thématiques, c'est vraiment... moi, je trouve que c'est une de tes grandes forces. Bien, je suis contente parce que moi, je ne le savais pas, tu sais, que l'art de raconter une histoire, ce serait une des 3 grandes tendances entrepreneuriales. Hein? C'est le storytelling, le self-branding, le self-serving. C'est les 3 grandes tendances. Mais en même temps, le monde, ils comprennent que le storytelling, ça vaut cher, puis que le monde aime ça. Le monde aime se faire raconter des histoires. Puis il y a quand même le danger, tu sais, que des fois, tu viens à peut-être romancer beaucoup les choses. C'est pour ça que moi, ma fierté, c'est toujours faire du name dropping, de dire tout ce que je vous raconte là, une chance, j'ai des témoins, là, c'est vrai. Puis ce que j'aime aussi, quand je travaille avec des gens, comme exemple, je travaille avec toi, puis que je parle de toi, mettons, à quelqu'un qui dit, ben moi, j'ai tel genre de profil d'auditoire, puis j'aimerais savoir, tu sais, mettons une conférence sur ceci, cela. Moi, je dis tout le temps, tu sais, moi, je suis toujours en danger, là. Je suis toujours aussi bonne que la dernière personne que j'ai référée. J'aime pas ça me tromper, là. J'aime pas ça du tout. Parce que j'ai beaucoup de repeat business, les gens me font confiance, tu sais. Puis c'est drôle parce que souvent, je donne les exemples de qu'est-ce que moi j'ai appris dans tes conférences. Qu'est-ce que moi j'ai appris de toi. Je dis, ça, c'est bon, j'ai de quoi à retirer de ça. Puis des fois, t'en parles, des fois, t'en parles pas. Mais une fois, t'as dit quelque chose que je le répète tout le temps. T'as déjà dit que des fois, à vouloir attendre trop longtemps,
avoir la perfection avant de lancer quelque chose, tu finis par rien faire. Oui. Puis tu as dit, le marché ne se trompe pas. Fait que des fois, tu es mieux de lancer quelque chose, même si tu sens que tu n'as pas tout à fait fini. Mais le marché, là, c'est comme genre, c'est incroyable, il va te répondre. Il va te le dire, il va te réorienter. Fait que ça, c'est quelque chose de toi que j'ai retenu. L'autre affaire que j'ai retenu de toi, que j'aime parler de ça quand je parle de toi aux gens, c'est, je trouve que exercer son leadership quand tout va bien, ça vaut rien. C'est facile d'être un bon leader quand tout va bien. Être un bon leader, tu vas le prouver quand ça va mal. C'est là que tu vas voir vraiment ton leadership. Puis ça, c'est quelque chose que toi, tu as expérimenté. Puis quand je parle de toi, là, la phrase que je dis que j'aime beaucoup, parce que, tu sais, j'invente pas ça, là. Si une chronique est beaucoup lue parce que tu as mis le bon titre, bien, c'est parce que tu vas dire aussi les bonnes phrases, hein. Parce que je pense aussi que je suis une bonne vendeuse, là. Tu sais, je pense que j'ai toujours ça en dedans de moi. Je dis tout le temps aux gens, Judith, c'est qu'elle l'a vécu pour être enseignée au MIT. Donc, ces enseignements-là, si on peut les avoir, ça va nous servir. Parce que même dans des situations difficiles, il y a des enseignements qu'on peut mettre à profit pour faire en sorte qu'on peut rebondir. Puis la phrase que j'aime le plus là-dedans, Judith, c'est « Lorsque tu tombes, ramasse quelque chose ». Lorsque tu tombes, ramasse quelque chose. Fais pas juste tomber puis te relever. Tombe, ramasse un apprentissage, quelque chose que tu as appris, relève-toi avec ce bagage-là. Ça, je trouve ça puissant. Ouais. Alors, si tu tombes, ramasse quelque chose. Quelque chose que tu n'aurais pas pu ramasser si tu n'étais pas tombé. Ouais. Moi, ça me fait du bien de savoir ça. Ouais. Il y a quelqu'un au podcast qui m'avait déjà dit, je sais pas si je vais la manquer, cette phrase-là, mais quand tout va bien, même les dindes peuvent voler. Puis justement, quand tout va bien, le leadership, je pense pas que c'est donné pour tout le monde, mais c'est vraiment lorsque ça se complique où t'apprends vraiment les fondamentaux d'un leadership. Tu avais dit une autre chose aussi. Tu vois, je suis fière de ça, de voir que je m'intéresse aux gens avec qui je travaille. Parce que, tu sais, je pourrais juste faire des pitchs de vente. Tu as déjà dit une phrase qui m'avait marquée. Tu avais dit, quand est arrivée la pandémie avec Cookit, quelles entreprises ont été capables de se relever facilement? Celles qui avaient gardé leur attitude de start-up. Donc, même quand tu es un gros joueur, même quand tu as réussi, garde toujours ton attitude de start-up. D'abord, ça te laisse beaucoup plus humble. Puis ça te laisse imaginatif et créatif pour être capable de te réinventer. On parlait tantôt de se réinventer. Puis tu sais quoi? Il y a 2 mots-clés qui marquent tous les succès sur la planète. C'est pas moi qui le dis, c'est le MIT. C'est le mot créativité et innovation. Ces 2 mots-là, là, c'est 2 mots super importants. Puis moi, je trouve que le 3e mot, on bifurque là-dessus, là, mais je trouve que le 3e mot qui devrait être enseigné depuis la pandémie, là, c'est le mot expérience. Je trouve que les gens sont en quête d'expérience. On a besoin de vivre des belles expériences. Ça revient tantôt, on parlait de la qualité, la rigueur et tout ça. Créativité, innovation, rigueur. Puis garder notre attitude de start-up qui nous donne toujours de la créativité puis de l'innovation. Ouais. Est-ce que toi, c'est moi qui pose la question, ça fait drôle. Tu te souvenais-tu que tu m'avais partagé ces beaux contenus-là? Oui. Oui, je me souviens. Parce que c'est des trucs qui sont tellement ancrés chez moi. Puis, tu vois, mettons l'exemple de garder sa mentalité start-up. Pour moi, je l'ai vécu de start-up à Scale-up. Puis, c'est à l'époque, Scale-up, pour moi, je me suis rendu compte que, personnellement, j'avais beaucoup moins de fun. Mais bon, il faut que tu structures ton entreprise, puis il faut que tu mettes des VP, puis il faut que tu sais, il y a comme des règles, puis il y a des règles, la gouvernance à faire et tout. Et moi, c'est la période où j'ai le moins aimé. J'ai adoré le début et j'ai même eu... Je peux dire que j'ai eu beaucoup de fun, mais j'ai adoré la fin aussi. Le 6, 8, admettons, là, c'est année 6 à 8, j'ai eu moins de fun. Et ça a pris beaucoup de temps à me réconcilier avec le fait de... En fait, je pensais juste que, bon, ben, si tu voulais faire une grande entreprise, t'avais pas le choix nécessairement de passer par là. Et ça a pris un cours de Gary Hamel que j'ai suivi où il nous a expliqué c'était quoi sa théorie de management, de humanocracy,
qui, moi, m'a réconciliée avec le fait de garder une mentalité start-up. Fait que la mentalité start-up, c'est d'asseoir le monde autour de la même table, d'avoir des discussions communes, d'avoir le moins de processus possible, d'avoir une théorie, d'avoir vraiment une organisation où tu considères pas nécessairement tout le monde ton égal, mais où tout le monde... En fait, bâtir une culture d'entreprise où tu considères que tout le monde peut prendre des décisions, que tu n'as pas besoin d'être en tant que ramener ça, puis ramener ça, puis ramener ça, puis là, faire approuver ça. Et pour moi, c'est à ce moment-là, je me suis dit, OK, bon, ben j'ai cette mentalité start-up-là que j'ai tellement aimée. Mais ce que tu dois retenir de plus important, c'est pourquoi moi, qui est au cœur de plein d'événements, plein de conférences, plein de contenus, j'ai retenu ça. C'est comme ça, moi, je trouve qu'on juge si une conférence était bonne ou pas. C'est pas juste le storytelling, l'inspiration du moment, c'est quelle phrase, 1 an après, 1 an et demi, 2 ans après, j'ai retenu, puis qui me pop de temps en temps dans ma tête dans des situations où j'en ai besoin. Fait qu'il y en a quand même 3-4 qui m'ont marqué. Puis je fais toujours ça, tu sais, je fais toujours ça Moi, c'est ça que j'aime. Quand le client, mettons, il me rappelle, là, puis que le client il me dit, ce que tu me dis, c'est ça que j'ai vécu. Je me dis, c'est ça ma paye. Ah, mais justement, l'événement auquel nous sommes allés hier, en fait, le public a été tellement généreux que je pense... Puis, on en a eu des beaux commentaires. Là, ma messagerie LinkedIn avait débordé ce matin, hier soir. Puis je me disais, c'est fou parce que ces gens-là me partagent certaines pépites qu'ils ont appris ou qu'ils ont réalisées avec nous hier. Puis je me disais, j'ai comme l'impression que ça, c'en est un des événements, c'était forte, que moi, j'en ai retiré autant que j'ai donné. Puis ça, c'est vraiment le fun. Pas juste en beaux commentaires, mettons, mais en partage. Tu sais, quand t'as un auditoire qui est là, eux autres, ils voulaient vraiment être là. Je sais pas c'était quoi la différence avec une autre forme d'auditoire, là, mais des fois, il y a du monde qui sont là plus pour... Bon. Mais eux, ça, c'est le fun. Eux, ils voulaient être là. Ils étaient là, puis ils ont signé présent, puis ils voulaient rester pour le cocktail. Puis, tu sais, tant qu'à faire quelque chose, justement, vas-y. Là. Mais le summum du summum, c'est quand t'as quelqu'un qui vient te voir, qui dit... Je sais pas pourquoi je suis venue, je sais pas pourquoi j'étais ici, je vais même te le dire, ça me tentait pas, mais maintenant, je comprends pourquoi j'étais là. Ça, c'est comme, OK, ça, c'est wow. En tout cas, ça, je trouve que c'est quelque chose qui me marque, là. Ouais. Moi, puis la portion que j'aime tout le temps plus, c'est quand les gens viennent nous voir après, puis qu'ils nous partagent, puis là, qu'ils nous expliquent, ah, mais moi, c'est ça, puis voici ma situation, puis là, t'écoutes, puis, ouais. Si je vais voir une conférence, je fais tout le temps un point d'honneur d'aller voir la personne pour poser une question, la remercier, lui dire ce qui m'a marqué. J'ai pris cette habitude-là à l'université. Quand j'étais à l'université, j'avais appris je suppose que j'avais appris ça, mais j'avais appris que je devais poser au moins une question ou une interaction par cours pour montrer que j'étais là, que j'étais engagée, que pour... tu sais, y a-t-il quelque chose de parler à une audience ou à un public en tant que prof ou peu importe, puis qu'il y a personne qui interagisse avec toi, là? Ben moi, comment je traduis ça, Judith? Je dis que dans la vie, on n'a pas le droit de laisser les gens indifférents à notre rencontre. Jamais. C'est jamais qui te regarde, qui t'observe, qui va faire la différence dans ta vie. Puis ça, j'arrête pas de le répéter. On peut pas laisser les gens indifférents à notre rencontre. Puis, tu sais, des fois, c'est juste dans la manière de serrer la main, la manière de prendre juste, tu sais, comme là. Tu sais, c'est comme là, il y a quelque chose. Puis, c'est tellement facile qu'on soit toujours distrait, là, tu sais. Mais ça, là, puis moi, je me dis tout le temps, je veux pas laisser les gens indifférents mais à tout ma le rencontre. monde, tu te donnes cette mission-là. Ben, je me dis... Ben oui, je veux, oui, à chaque fois que je vais, mettons, au restaurant, n'importe quoi, je vais toujours dire à la personne, c'est quoi votre nom, tu sais, juste ça, le monde sont surpris. Oui. Puis le reste du service, je vais l'appeler par son prénom, tu sais. Juste ça, essayer d'avoir, ou remercier des gens qui sont pas habitués de se faire remercier, c'est comme,
ce feeling-là, là, de dire j'ai peut-être de contribuer à la vie de quelqu'un aujourd'hui, toutes ces petites affaires-là, moi, j'aime beaucoup ça, faire ça. Puis mon père me disait, fais aux autres ce que tu veux te faire faire. C'est impossible que tu puisses te tromper. C'est impossible. Fait que j'ai comme, c'est ça, j'ai comme tout ça, tous ces enseignements-là de mon père. Puis c'est drôle, une affaire que j'ai rarement racontée par rapport à mon père, c'est, quand je suis partie en affaires, le jour de mon congédiement, je suis partie sur des chapeaux de roue, là, vraiment, c'est en instinct de survie la plus totale, là. C'est comme t'as un mois, là, pour que le miracle arrive, là. Puis à un moment donné, ça faisait pitié mon affaire, puis à un moment donné, mon père m'appelle, puis là, il me dit, je vais aller te voir, tu sais. Là, non, papa, je dis, mes bureaux, c'est pitoyable, c'est comme, si je capotais, c'est comme... Ça n'avait pas de bon sens. Et mon père me dit, c'est pas important le bureau que tu as, ma fille, c'est les responsabilités que tu as derrière. Je me suis mis à brailler, je dis, OK, viens-t'en. Ça, là, c'est comme, comment qu'il a pu me remettre comme juste des fois le focus à la bonne place, tu sais? C'est pas important le bureau que tu as, c'est les responsabilités que tu as derrière. C'est capoté se faire dire ça, là. Fait que je voulais juste te dire que c'est tout ça, tous ces comportements-là, ces phrases-là, comment on peut recroiser des gens, des fois, des années plus tard, que tu sais jamais, tu sais, à qui t'as affaire, qui va faire la différence dans ta vie. Moi, ça m'est arrivé plein de fois, là. Puis c'est ça, je suis capable de le prouver. C'est pas un petit fait qui est arrivé comme ça, c'est arrivé comme ça. Non, non. Des gens que je les ai marqués puis qui ont fait la différence dans ma vie. Le jour où je suis allée en Chine, il y avait le président de la Banque nationale qui était dans la mission commerciale, puis je pense que j'étais devenue pas mal... sa mascotte parce qu'il me regardait aller, là, puis il voyait que c'était l'enfer, comment je travaillais fort. Bien, le jour où j'ai eu 15 minutes pour présenter ma compagnie de multinationale, sans savoir que le président de cette compagnie-là avait un rendez-vous avec le chef de la direction de la Banque nationale quelques minutes après, c'est pas croyable. Monsieur Bérard de la Banque nationale a dit à Rémi Marcoux de Transcontinental, la fille que tu viens de rencontrer, il a dit mot pour mot, mets tes billes dans cette compagnie-là, tu ne perdras pas une scène. Je l'ai vu aller pendant 12 jours en Chine. Pense à ça, là. La synchronicité du moment où ça se passe, puis c'est parce que toi, tu n'as pas laissé quelqu'un indifférent. Tu sais, j'en parle, j'en ai quasiment, honnêtement, la chair de poule. C'est capoté pareil, cette synchronicité-là. Moi, il y a des moments dans ma vie là, où je me dis, si j'avais pas dit les vraies affaires, j'avais pas agi comme il fallait que j'agisse, ça ne se serait pas matérialisé. La synchronicité. Oui, ça, tu es une grande fan de ça. Tu les remarques beaucoup, ces événements-là qui t'arrivent. J'aime beaucoup l'histoire du serveur. Si tu l'as raconté. À un moment donné, arrive la tragédie à Lac-Mégantic. Puis moi, j'étais productrice télé, je faisais voir grand. Puis là, je reçois un appel. Puis là, ils me disent, Anne, t'es venue faire des conférences ici. On sait comment t'aimes les entrepreneurs. Mais là, outre la tragédie humaine, tous nos commerçants, ils vont pas bien. Ils ont perdu tout leur pied carré. Puis tout va pas bien. Puis aurais-tu une idée? Tu sais, je veux dire, j'étais productrice télé. Je dis, on va faire un show télé. Puis on va leur donner le pied carré qu'ils ont perdu à l'antenne. Puis ils vont venir raconter leur histoire. Puis peut-être que le Québec va se mobiliser. Puis ils vont aider ces entrepreneurs-là. Fait que là, je fais une folie. Je fais monter, tu sais, dans... Écoute, c'était capoté, là. C'était un entrepôt qui s'appelait Logibel. J'ai fait monter des estrades qui venaient des terrains de soccer puis de terrains de baseball. Je voulais que toute la communauté se rassemble. Il n'y avait plus rien. C'était des cendres. C'était triste. J'ai dit, tu sais, on va faire un tournage, là, tu sais, avec toute la communauté. Puis là, les commerçants, je les faisais sortir de wagons de train qui étaient prisonniers. Les wagons-trains étaient prisonniers de l'entrepôt où on était. Puis là, j'avais fait faire des éclairages. Puis ils sortaient de là, puis ils venaient raconter, dans le fond, leur histoire. J'ai fait un show extraordinaire. Tu sais, tu le sens, puis j'ai fait ce qu'on fait jamais en télé. Tu produis pas sans avoir de diffuseur. C'est comme mettre la charrue avant les bœufs, tu fais pas ça. J'avais convaincu des partenaires commanditaires. J'ai un show incroyable, puis là, j'étais sûre que toutes les antennes télé allaient le prendre. Voyons, ça n'avait pas de bon sens. J'ai fait quelque chose d'extraordinaire. On dit souvent, lorsque l'intention est bonne et aide, on arrive toujours à nos fins. Personne ne voulait le show. Mettons qu'une fois dans ta vie, là, tu dis, ces chances-là peuvent-tu arriver? Ben non, c'est impossible. J'ai fait un show pour aider les commerçants de Lac-Mégantic. C'est une tragédie. Tout le monde parle de ça. Moi, j'essaie de faire une action positive pour changer des vies. Ils vont tous me dire oui. Tout le monde me dit non. Fait que là, je m'en vais dans un restaurant un soir, le Portofino à Québec. Et puis, je me souviens, c'était un lundi soir, il est 9 h du soir. Puis, je suis allée dans ce restaurant-là parce que c'est un jeune entrepreneur qui venait de devenir actionnaire. Il s'appelle Guillaume Arsenault. Et Guillaume arrive à côté de moi, il dit, ça va-tu, Anne? Habituellement, tu dis tout le temps, oui, ça va. J'ai dit,
Ça va pas pantoute. Il dit, voyons, qu'est-ce qui se passe? Je dis, Guillaume, j'ai fait un show télé écœurant. Je le sais, je l'ai monté. L'émotion, c'est écœurant. Là. Judith, tout ce qui se passait là. Et Judith, j'étais réalisatrice de ce show-là. Je me souviens encore de l'entrepreneur qui avait le petit bar laitier, qui vient faire son témoignage à la télé. Je me souviens encore de ce qu'il avait dit. Il avait dit, vous savez, moi, je ne suis qu'un marchand de bonheur. Et puis, il ne pouvait pas le reconstruire parce qu'il n'y avait pas assez d'assurance, parce que son petit bar laitier, c'était un vieux bar laitier qui n'avait pas de fondation. Mais le reconstruire aujourd'hui, ça prendrait des fondations, puis il n'y avait pas les assurances pour ça. Hein, les gens pouvaient critiquer, voyons, il est mal assuré. C'est comme, maintenant, on va te la raconter, la vraie histoire. C'est ça que j'avais dans mon show télé, toutes des histoires de même écœurantes, là, tu sais. Je ne suis qu'un marchand de bonheur. Je te dis, là, je revois encore l'image, tu sais. Puis je dis ça à Guillaume Arsenault, j'ai un show incroyable pour changer des vies. J'ai pas un diffuseur qui me dit oui. Il a dit, ben voyons. J'ai dit, non, tu comprends pas, j'ai cogné à toutes les portes, là, tu sais. Puis moi, j'étais productrice télé, là, j'en avais fait des shows, là, j'en avais eu des diffuseurs, tout le monde me dit non. Et là, le gars me dit, t'as-tu contacté, à l'époque, c'était pas nouveau, c'était VTélé, t'as-tu contacté VTélé? J'ai dit, ben oui, tu sais. Puis il dit quoi? J'ai dit, non, j'ai pas eu de suivi. Il dit, hein? Il prend son téléphone, je le vois texter, allô, Max, sans savoir que Max, c'est Maxime Rémillard. J'ai une fille ici à Québec, là, Anne Marcotte, elle adore les entrepreneurs, elle a fait un show incroyable. Pourrais-tu faire de quoi? Le lendemain matin, 10 heures. Il me donnait 2h30 de télé prime time. Tu sais, prime time, là, c'est le summum. J'étais diffusée un lundi soir en janvier. Et janvier, j'aime tellement ce mois-là. C'est un mois où est-ce que les esprits sont ouverts, où les gens veulent donner, où les gens veulent changer, où les gens veulent être des meilleures personnes. Regarde, je fais une plug, là, janvier, là, vous devriez organiser des conférences au mois de janvier. Les ouvertures d'esprit sont toutes présentes. Puis là, moi, j'ai eu un lundi soir, 13 janvier, prime time de 7h30. À 7h30, j'étais diffusée. J'avais 5 épisodes de 30 minutes. J'ai changé des vies. Le monsieur Barletier, là, il a reçu un appel, j'étais comme l'entremetteuse, là, d'un producteur d'ameublement extérieur et créatif de Drummondville qui a dit, moi, je vais y faire tout son ameublement dehors. Tu comprends-tu? Puis il était le premier à réouvrir. Il était le premier à réouvrir dans un environnement plein de cendres. Il était le premier à réouvrir son petit bar laitier, son marchand de bonheur. Ça, là, quand moi, je vais à Lac-Mégantic, tu sais, ça me rémotive. C'est ça que je t'expliquais. D'être immortel. De savoir qu'on a fait quelque chose de bien. Ça vaut cher. Fait que je la rencontre rarement, voyons, je suis toute émotive. Je rencontre rarement toute cette chose-là, toute cette belle tranche de vie-là, là, mais tu sais, ça, c'est un gros wow. Je connaissais pas la portion avec le marchand de bonheur. Oui. Celui que tout le monde aime de Walt Disney. De Steve Jobs. Hey, ben oui, c'est vrai, t'as bien raison. Hey, t'as raison, c'est vrai, quand je disais comme soyez marchand de crème glacée. Hey, c'est dit quoi, Judith? Et moi, je suis entrepreneur, là, puis si, mettons, demain matin, je voudrais changer de métier, là, je deviendrais livreur de fleurs. J'ai lu ça, moi, que être livreur de fleurs fait partie des 10 métiers les plus hauts à travers le monde. Ah oui? Ben oui, tu livres des fleurs, t'as tout le temps du monde content d'avoir leurs fleurs. Non, mais c'est vrai, tu sais. Puis même moi qui étais ancienne productrice télé, je trouve qu'on devrait filmer les moments où les gens reçoivent des fleurs parce qu'ils appellent ça en télé du feel-good moment. Oui. Tu sais, j'imaginais ça dans les avions, là. T'as rien à faire, là, puis t'as des clips, tu vois du monde qui reçoivent des fleurs. C'est beau, ça fait du bien d'avoir du monde qui sont heureux. Hey, j'en ai du contenu, hein! T'as tout le temps quelque chose à dire. Oh là là. Ah oui, c'est ça. Marchand de bonheur. Ça, c'est un bel... moi, j'aime particulièrement cette histoire-là parce que, justement, c'est d'expliquer qu'est-ce qui se passe dans notre vie pour de vrai, où on a besoin d'aide. On en a parlé quand même à quelques reprises, c'est où les gens t'ont confié qu'ils avaient besoin d'aide et toi, t'as demandé de l'aide à plusieurs personnes aussi. Pas juste demander de l'aide. Tu dis, tu sais, donnez-moi ça, puis voici ce que je vais faire avec. Oui. Tu sais, moi, je disais, vous allez voir, je vais bâtir une entreprise, je vais créer de l'emploi, je vais faire ma marque, je vais vous redonner. Tellement qu'un jour, un de mes rêves, j'ai enregistré des noms de domaine. Je voulais faire un show, moi, qui s'appelait Demandez-vous-recevrez.tv. Oui. Puis
Puis tu te rends compte que des fois, les demandes, c'est pas grand-chose, mais tu vas changer le destin de quelqu'un, tu sais. Tu te rends compte que tu peux avoir quelqu'un quelque part que sa demande, c'est une mère monoparentale, elle veut que son garçon, exemple, ou sa fille reste pas dans les ruelles, puis elle veut qu'il joue au hockey pour que ça lui fasse du bien, puis qu'il y ait un autre réseau, mais elle n'a pas d'argent pour acheter l'équipement de hockey. Mais peut-être, toi, dans ton sol, tu as un vieil équipement de hockey que tu comprends-tu qui est un petit trésor qui est dans ton sol, puis que tu pourrais le donner puis changer le destin de quelqu'un. Puis moi, je voulais faire rencontrer à l'écran le donneur puis le receveur. Oui. Tu sais, ces moments-là. Là. Fait que ça, c'est des rêves que j'ai. Puis sais-tu quoi? Je dis tout le temps ça aux gens. Quand vous avez des rêves, des ambitions, parlez-en à tout le monde, à temps plein, sans exception. Parce que tu ne sais pas qui pourrait contribuer à ce rêve-là. Tu vois, j'en parle ici. Je me dis, ça, c'est quelque chose que j'ai dans mes cartes de travail. De me dire, moi, j'aimerais ça faire un show, là, tu sais, un peu à la Chantal Lacroix, que j'avais d'ailleurs contacté. Quand j'ai fait mon show voirgrand.tv, c'était la première femme que j'ai appelée. J'ai dit, Chantal, j'aimerais ça que tu m'aides. Je connais rien là-dedans, mais je veux faire un bon show. Je veux aider les entrepreneurs. Je veux sortir de leur sous-sol. Elle m'avait dit, je peux pas, je suis débordée, mais j'ai confiance en toi, puis tu vas le faire toute seule. Je capotais. Puis je l'ai faite toute seule, tu sais. Fait que ça, c'est dans mes cartes de travail de me dire, j'aimerais ça faire un show pour aider, un show, un balado, whatever, de changer des vies. Judith, c'est ça qui m'habite pleinement, changer des vies. On m'a beaucoup connue par rapport à l'entrepreneuriat. Je pense vraiment que j'ai changé. En tout cas, sûr et certain, j'ai contribué au destin de Nicolas Duvernois, qui est très connu. Mais tu as changé ma vie à moi. J'ai changé ta vie à toi. Je le dis tout le temps. Puis toi, tu as fait quelque chose d'important. Tu es devenue une big star, là. Tu sais, moi, à un moment donné, j'ai regardé ça, j'écris Judith, c'est big son affaire. Puis tu me répondais encore. Recevoir, donner sans attendre, recevoir sans oublier. C'est pas donné à tout le monde, mais ça vaut super cher. Mais j'aime beaucoup cette histoire de notre histoire de comment on s'est rencontrés, mais parce que tu as lancé avec Nicolas Duvernois en 2014, 2015, la première cuvée de Adopting. Tu sais, Nicolas, il est fort, hein? C'est un gars de branding. Il est fort. Tout le monde pense qu'il fait des spiritueux et des produits sans alcool. Non, c'est un bâtisseur de marques. Il bâtit des marques. Oui. Il avait trouvé, il a dit, on va faire une fondation. Non, pas le mot fondation, c'est pas beau. Il a dit, on va faire un mouvement entrepreneurial. On va créer des ponts entre les entrepreneurs émergents et les entrepreneurs à succès. Puis là, il y a eu l'idée de génie, on va appeler ça Adopting. Puis il a dit, pourquoi Adopting, Anne? Parce que quand on adopte, même on adopte un animal, il y a de l'amour. C'est un choix. Je dis, ah oui, j'aime ça. On a peut-être fait une erreur dans Adopting. On a quand même redonné $1 million à des jeunes entrepreneurs. On a fait des cohortes dans lesquelles, dans le fond, on faisait avec eux ce que nous, on aurait voulu, lui et moi, vivre quand nous, on est partis en affaires. Tu sais, moi, quand je suis partie en affaires, j'avais pas 2000 $ par mois, j'avais pas de parrainage, j'avais pas de mentorat, j'avais rien, tu sais. J'avais juste moi-même, qui était quand même beaucoup. Ben, c'était comme ma pépite. Morale de l'histoire, on l'a bâti, lui et moi, un peu en se disant, ben nous, qu'est-ce qu'on aurait aimé avoir? On aurait aimé ça avoir un mentor, un Alain Bouchard de Couche-Tard. On aurait aimé ça avoir le pain et le beurre à la table, le 2000 $ par mois. On aurait aimé ça. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Aujourd'hui, il y en a de l'aide entrepreneuriale. Fait que c'est plus vraiment ça qu'on a à offrir, je trouve, tant que ça aux entrepreneurs. Puis moi, je vais le repartir, ce mouvement-là. On l'a fait 5 ans. Tu m'as même dit des vraies choses qui m'ont shaké. Parce qu'à un moment donné, je vivais pas toujours une belle expérience là. Dans Adopting, je travaillais fort, j'étais cofondatrice. Le mouvement avait été noble, mais des fois, je trouvais que j'étais pas toujours bien traitée. Je trouvais qu'on me traitait un peu comme la secrétaire. Puis toi, tu m'as dit, bang d'en face. Tu me rentrais dedans, là. Ben, t'as bien fait de me le dire. À un moment donné, je te l'ai dit, j'ai dit, Judith, je suis plus sûre, tu sais, c'est comme je trouve, je me fais traiter comme la secrétaire. Et puis tu me dis mot pour mot, ben j'espère, c'est toi la secrétaire. Puis je me dis, aïe, aïe, c'est exactement ça. Fait qu'un jour, je vais leur partir Adopting, je suis dedans, là. Je vais leur partir, mais je vais leur partir différemment. Je vais leur partir différemment avec mon propre conseil d'administration. Nicolas, j'ai dit, je vais avoir besoin de toi pour ce dans quoi t'es bon, t'es la tête d'affiche, t'es le gars qui rayonne, tout ça, on va tout aller chercher ça. Mais là, je veux vivre une belle expérience. Tu sais, je vais avoir plus le statut, effectivement, de la cofondatrice, puis je vais avoir le statut d'avoir pas une position de secrétariat, là, tu sais, mais une position vraiment où est-ce que je vais pouvoir y mettre mes valeurs à l'intérieur, puis voir comment je vois ça, puis je vais gérer ça différemment. Puis je pense que la plus belle chose qu'on peut apprendre à des jeunes entrepreneurs, puis peut-être je me ferais pas aimer, parce que là, c'est pas de la crème glacée que je vais vendre. Puis je me souviendrai toujours que j'avais dit ça à une jeune fille qu'on avait adoptée. Puis elle m'avait envoyé un document. Elle dit, je l'ai pas envoyé ton document au comité. Elle dit, pourquoi? Ben, c'est parce que c'est un torchon. Elle était tellement maudite après moi, là. Non, mais je dis, garde, il faut qu'on se dise les vraies choses. Ton document, c'est un torchon.
Demande-moi pas de prendre ça puis d'envoyer ça à un comité puis qu'on va t'envoyer 24 000 $. C'est un torchon. Elle avait écrit ça, c'est à la main, elle a viré sur le bord. Je dis, t'as pas d'ordinateur, t'as pas rien, tu sais, ça n'a pas de bon sens, là, ça marche juste pas. Elle était tellement fâchée après moi, puis j'ai dit, sais-tu quoi? Un jour, tu vas me remercier, tu vas me dire que ce que je viens de te donner là, ça vaut plus cher que le chèque de 24 000 $ parce qu'on donnait 2 000 $ par mois. Parce que tu peux pas être tu peux pas faire ça. Tu peux pas, tu sais, tu peux pas prendre juste la crème du gâteau. Là. Quand tu embarques dans un mouvement, une fondation, pogne pas juste la crème puis le chèque, pogne tout ce qui vient avec. Ou ceux, je te l'avoue, là, je fais des grosses confidences, là, des jeunes entrepreneurs qu'on adoptait, qui étaient tous là, tous présents, ils prenaient le chèque, puis après ça, on fait des événements, puis ils se pointaient plus. Je pointe là derrière. Tu peux pas juste ramasser ça. Je pense que le plus bel enseignement qu'on peut faire aux jeunes entrepreneurs, c'est du savoir-être entrepreneurial. Ça s'est quand même perdu. Ça s'est perdu, Judith. Il faut qu'on retravaille ça. Puis ça, on va finir une société beaucoup plus forte. Ça revient un petit peu à tout ce que je disais, tu sais, cette rigueur-là. Il faut qu'on retravaille ça, Judith. Puis moi, je les aime, les jeunes entrepreneurs. Puis je veux que le monde ait du succès. Puis je veux tout ça profondément pour eux. Mais je veux que les bases soient là, par exemple. C'est ça que je veux. C'est quoi du savoir-être entrepreneurial, selon toi? Je t'envoie un message, tu me réponds. Je fais du bénévolat pour toi, tu me réponds. Moi, j'ai déjà écrit à une jeune entrepreneur pour dire « Hey, salut, t'as-tu reçu mon email? C'est comme le chèque est prêt. » Un soir de juillet, en plein été, quand il fait soleil, puis moi, je fais mon bénévolat à faire le chèque. Et la fille me répond « T'as pas lu mon message de retour? » Je dis « Oui, je te texte, là, tu sais, j'ai lu, là, t'es en vacances. » Elle dit « Tu me déranges. » Pardon, je te dérange. Moi, je prends du bénévolat un soir de juillet pour te préparer un chèque, puis toi, tu devrais être en train de me dire je suis aux oiseaux, là, au fin fond de mon terrain de camping, là, en vacances, là, si je viens de recevoir le plus beau email de ma vie, mon chèque de 24 000 est prêt, je capote. Ben non, je me suis fait recevoir de même. Moi, ça passe pas, là, mais ça passe pas pantoute. C'est pour ça qu'il faut qu'on ressente l'aide. C'est pour ça que je disais, si j'étais au développement économique, je recentrerais cette aide-là entrepreneuriale pour qu'on devienne plus fort. Je trouve qu'on a des problèmes de comportement ou d'attitude. Est-ce que c'est généralisé? Ben Nicolas, il est fort, il m'aidait au bout. Moi, je l'appelais, je pétais ma coche au bout du fil. Là. Je pétais ma coche. Je ne veux pas sacrer dans ton podcast, mais ça marche juste pas me faire recevoir de même. Lui, il me disait, focus sur les autres. Ben oui, j'ai vécu des choses extraordinaires avec d'autres, là, du monde là, extraordinaire, là, qui n'ont même pas reçu un chèque, là, puis qu'eux autres là, sont au front. Puis c'est les meilleurs porte-étendards pour toi. Mais c'est dur, pareil, quand tu vis des situations de même. Tu t'attends pas à ça. Moi, je ne suis pas préparée psychologiquement pour ça. Oui. Tantôt, tu as dit on a fait une erreur. C'est quoi l'erreur? De l'avoir parti en pensant que les gens avaient besoin de la même chose qu'on aurait souhaité avoir. OK. Moi, j'aurais voulu avoir un chèque de 2 000. J'aurais aimé ça. Moi, avoir du pain et du beurre sur ma table quand je suis partie en affaires, j'aurais aimé ça. Être parrainé par un gros joueur, j'aurais aimé ça. Fait qu'on a parti ça en se disant, on va offrir qu'est-ce que nous autres, on aurait aimé offrir. Là, je trouve qu'il faut repenser différemment. Il faut se dire, qu'est-ce qu'on doit offrir pour vraiment contribuer à l'essor d'une relève entrepreneuriale qui va être notre fierté, le futur Québécois, qui va nous aider à passer à travers les crises géopolitiques, les crises économiques, d'être résilient à tout égard, tu sais. Parce qu'il faut être outillé en tabarnouche pour être entrepreneur aujourd'hui. Il faut que tu sois résilient à temps plein. Crise pandémique, crise sanitaire, changement, tu sais, name-it, là, tu sais, crise géopolitique. Puis, tu peux plus avoir un plan de 5 ans, ça n'existe plus. Tu es en temps réel à te réinventer, c'est essoufflant. À temps réel, il faut que tu te réinventes. Il faut que tu aies des individus quand même très forts. Tu sais quoi, Judith, j'ai déjà fait des documentaires pour montrer à l'écran c'est quoi la vie d'un entrepreneur. Moi, j'ai pris des entrepreneurs, je les ai suivis dans des docu-réalités. J'ai inventé ce mot-là, là. Docu-réalité. Je les ai suivis pendant 1 an, dont certains plus que sur un continent pour montrer c'est quoi la vie d'un entrepreneur. J'étais tannée qu'on dise il faut être persévérant, il faut être plein de passion. On va arrêter, on va le montrer. Hein? On va le montrer. J'ai suivi des gens comme Madame Cora, des restaurants Cora. Elle m'a brûlée. Elle était plus vieille que moi, elle m'a brûlée. 3 vols d'avion dans la même journée. Le lendemain matin, à 6 heures, des meetings. Tu sais, puis j'étais contente de montrer c'est quoi la vie, tu sais, d'un entrepreneur. Puis elle m'a dit, une fois, une phrase qui m'a marquée, elle m'a dit, on a peut-être fait une erreur dans les franchises. Hein, parce que quand tu es un maître franchiseur, c'est parce que tu as fait ton concept, tu as rodé ton concept, tu as réglé les problèmes de ton concept avant de devenir maître franchiseur. Fait que s'il y en a qui s'intéressent à des franchises, je vous dis juste,
regardez le maître franchiseur. A-t-il fait son travail avant d'aller chercher votre argent dans votre poche? Parce que quand vous payez pour être franchisé, c'est parce que vous vous donnez un montant d'argent, parce que lui, il est supposé avoir réglé tous les problèmes. Donc, il faut que tu sois rodé. Donc, elle était rodée. Et elle a dit, on a fait une erreur. Parce que quand on passe les entrevues pour ceux qui veulent des franchises, il y en a qui nous disent, moi, je veux une franchise Cora parce que vous fermez à 3 heures. Et elle a dit, que tu n'as rien compris, là. À 3 heures, c'est là que commence ta job. Tu sais, c'est quand on n'a pas pensé à ça, qu'on pouvait peut-être avoir un choc de valeur avec des futurs franchisés. Tu sais, de dire, ben non, c'est pas ça, là. Viens pas chez nous parce que tu penses au finir à 3 heures. Mais moi, j'aime ça dire, justement, ces vraies choses-là. J'aime ça. Fait que c'est ça. Ça, j'étais fière d'avoir fait des documentaires, de suivre du monde et de montrer vraiment leur vie, là. Puis à un moment donné, j'avais dit à Cora, tu sais, comment tu vis ça, tu sais, genre la transition avec le fait que c'est ton fils qui va reprendre la business. Puis son fils, c'est un moment qui est expliqué dans le documentaire, là. Son fils, là, le matin du conseil d'administration où c'est lui qui va prendre la direction, il l'a sorti dehors. Il était dehors où est-ce qu'il y avait le centre de distribution. Puis il a dit à sa mère, qu'est-ce qui est écrit sa bâtisse ici? Elle dit, c'est écrit Cora. Peu importe ce qui va se passer tantôt au conseil d'administration, peu importe la distribution des pouvoirs, c'est toujours ton nom qui va être là. C'est hot, hein? Moi, ça m'a marqué, ça. Wow. Fait que c'est des beaux moments que j'ai eus dans ma vie d'entrepreneur, d'être capable d'apprendre de d'autres entrepreneurs, d'apprendre toutes ces phrases-là qui m'ont marqué. Je suis chanceuse aussi d'avoir une bonne mémoire, que ça me reste en tête. Ah, ça, c'est incroyable. Tu es une encyclopédie de citations. À un moment donné, il faudrait... j'en ai 3-4 qui sont super bonnes. Là. Si t'as été vu, je t'ai droppé, là, bang, bang, bang. Je pense que déjà dans l'épisode, on doit être rendu à une trentaine. On va mettre un petit compteur à citations. Ah, ça, c'est le fun, on fait ça, un petit compteur à citations. Je vais te donner d'abord la meilleure. OK, vas-y. Ça en a une à retenir. Quand je fais des conférences, le monde vient de me voir. Ah, Mme Marcotte, votre histoire est extraordinaire. Vous avez tellement de courage, vous avez tellement de courage. Moi, j'ai pas autant de courage que vous pour me lancer. Et je dis au monde la phrase qui me fait le plus vibrer. Je dis, ouais, fais-le pas de courage. Là, le monde te regarde. OK, c'est comme, j'en ai plus de défaite, là. Tu sais, je manque de courage pour faire ça. Ben, fais-le pas de courage. Je l'aime beaucoup, celle-là. J'adore. Anne, en fait, moi, j'ai envie que l'indice du jour, ça soit ton nom de show que tu vas bientôt produire, qui est demander... c'est quoi? Demander, recevoir? Demandez, vous recevrez. Demandez, vous recevrez. Bientôt à l'affiche avec Anne Marcotte. Mais c'est aussi l'indice pour gagner une chance supplémentaire. Pour avoir une chance supplémentaire de nous accueillir, soit dans votre salon, dans votre entreprise, dans votre organisation. Anne, ça fait un plaisir de t'avoir. Merci pour l'invitation. C'est un privilège, Judith. Je suis fière de toi. Tu as beaucoup d'écoute. J'entends beaucoup parler de toi. Ça me rend très fière. Puis je suis très fière que tu m'aies invitée. Puis j'espère de tout cœur avoir été à la hauteur pour contribuer à ton succès. Bien, je suis persuadée que tu as contribué au succès de beaucoup de gens aujourd'hui en les outillant un petit peu mieux. Merci beaucoup. Et à la maison, bien, merci beaucoup d'avoir été présent dans notre ambiance festive de Noël, dans le Vlogmas de Judith avec Anne Marcotte. J'ai hâte de vous retrouver demain. Bonne journée.